vous regardez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, la faculté de Tolbiac donc évacuée ce matin à l'aube. Le site était occupé depuis fin mars, contestation contre Parcoursup. L'opération s'est déroulée dans le calme et en 1 heure seulement, nous serons sur place dans un instant. La convergence des luttes a fait pchit, 15 000 personnes seulement à Paris pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron à l'appel de la CGT. Une CGT bien isolée. Une loi pour rénover la justice de fond en comble. Elle est présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. Parmi les mesures les plus contestées, la création d'un tribunal criminel pour remplacer la cour d'assises, la fin du jury populaire. L'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval ralentie par l'état de santé de son mari Jonathan. Son avocat le dit squelettique. À suivre également le calendrier scolaire sans dessus-dessous à cause de cette terrible semaine qui voit s'enchaîner le 8 mai et le jeudi de l'Ascension. 5 millions de dollars, c'est le prix de la tranquillité pour Lance Armstrong qui a payé pour échapper à une procédure judiciaire après ses aveux de dopage. Et puis dans le Béarn, une promesse est une promesse. Même 150 ans après, le village de Rebenac aura sa fontaine. C'est un jour en France sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Et sans attendre Isabelle, nous allons donc à la faculté de Tolbiac qui a été évacuée ce matin à l'heure du laitier. Tolbiac, c'est l'un des points chauds de la contestation contre la réforme de l'accès à l'université. L'un des 4 sites totalement bloqués. Les locaux étaient occupés depuis près d'1 mois maintenant et cela faisait plusieurs jours que le président de l'université réclamait une intervention policière. Olivier Bois, vous êtes sur place pour RTL, bonjour. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas traîné. Non, ça n'a pas traîné. Une toute petite résistance au départ, quelques cris, quelques jets de bouteilles. Il faut dire que le dispositif des forces de l'ordre était assez impressionnant. 200 policiers qui sont arrivés en colonne. Ils sont entrés par l'arrière du bâtiment. L'alerte a été donnée également rapidement parce que des bloqueurs organisaient en fait des tours de garde devant l'entrée de Tolbiac. Certains dormaient à l'intérieur. Ils étaient en tout une centaine à l'intérieur de la faculté. Il n'y a pas eu encore une fois de tentative de résistance. Ils n'en avaient ni l'intention ni les moyens selon Clément qui était là ce matin. Il y a eu beaucoup de fantasmes sur le fort de Tolbiac. Alors effectivement, une évacuation policière en plein milieu de la nuit, personne s'y attend vraiment. Et évidemment, tout le monde attendait cet effet de surprise de la préfecture à un moment ou à un autre. Mais répondre à des dizaines de quarts de CRS, je pense que personne n'en avait les moyens matériels. En une demi-heure, l'essentiel était quasiment fait. Les policiers ont presque été surpris par la rapidité de l'opération ce matin. Ils sont toujours là pour tenir la fac. Les bloqueurs sont restés également à l'extérieur. On en voit un certain nombre. L'un d'entre eux vient de me dire qu'ils attendaient en fait de pouvoir récupérer leurs affaires à l'intérieur. Figurez-vous qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de prendre leurs effets personnels ce matin après l'opération. Merci Olivier Bois en direct de Tolbiac pour RTL. À Sciences Po Paris, la reprise de l'occupation a été décidée hier soir en soutien à la mobilisation dans les universités. Pourtant, 6400 étudiants s'étaient prononcés contre cette occupation par un vote électronique. Si l'exécutif passe à l'action à Tolbiac, c'est sans doute, peut-être, qu'ils se sont confortés dans l'opinion. Selon le baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune, après ces 2 interventions télévisées, Emmanuel Macron gagne 3 points d'opinion favorable à 43%. Les mauvaises opinions reculent d'autant à 54%. Le chef de l'État reste nettement plus populaire, cela dit, que ses prédécesseurs à la même époque. Nous y revenons avec Alba Ventura à 7h15. Emmanuel Macron, d'autant plus déterminé que la journée d'hier a finalement assez peu mobilisé. La CGT voulait fédérer les mécontentements avec un appel à la mobilisation dans tout le pays et dans tous les secteurs contre la politique d'Emmanuel Macron. Mais les 190 manifestations n'ont rassemblé que 120 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 selon la CGT. C'est bien moins que le 22 mars. Le problème, Christophe Ponzio, c'est que la CGT est bien seule. Derrière une camionnette CGT, Nathalie ne cache pas sa déception. On devrait vraiment être beaucoup plus nombreux. En blouse blanche, cette infirmière de l'Essonne regrette le manque d'unité des manifestants et des syndicats. Faut arrêter que ça soit chacun pour soi, les étudiants d'un côté, les cheminots de l'autre, pour qu'on puisse avoir des résultats, parce que si on est tous les uns de notre côté, il se passera rien. Vous voyez bien comment il fait de toute façon le gouvernement. Ça va tous nous tomber sur la tête et il faut ouvrir les yeux. Et tant pis si tout le monde ne défile pas ensemble le 1er mai, continue Christine, elle est fonctionnaire à Bercy. On peut pas toujours attendre que les autres viennent avec nous. On a besoin de se battre pour obtenir ce qu'on veut. Ça nous sort pas d'un chapeau, parce qu'on morfle là. Quant à Jean-Marie, il a subi lui la hausse de la CSG. Ce retraité de la métallurgie reste combatif malgré la baisse de mobilisation. Il en faut beaucoup pour nous décourager. On sait que ça va pas être facile. C'est un bras de fer, on est lucide. On ne lâchera pas. Et quelle que soit la manière, tous se donnent rendez-vous, comme Nathalie, pour la fête du travail. Rendez-vous le 1er mai, tous ensemble. Reportage RTL de Christophe Ponzio dans la manifestation parisienne hier. C'est en revanche avec une belle unité que les syndicats de cheminots ont décidé hier de suspendre leurs négociations avec la ministre des Transports. Ils demandent à être reçus par le Premier ministre Édouard Philippe, mais à Matignon, c'est niette, pas question de désavouer Elisabeth Borne. L'exécutif estime que la demande des syndicats est une posture à quelques jours de la fin des négociations.
d'information. RTL Matin, 7h05. Une réforme chasse l'autre. Le projet de loi de programmation pour la justice est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Une réforme qui doit rénover le système judiciaire du sol au plafond. Cela va de la justice antiterroriste à l'amende forfaitaire pour l'usage de cannabis, avec aussi des mesures pour désengorger les prisons. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. L'une des mesures les plus contestées de ce texte, c'est la création d'un nouveau tribunal qui doit remplacer les cours d'assises complètement saturées. Oui, c'est ce nouveau tribunal criminel qui sera compétent pour tous les crimes passibles de 15 ou de 20 ans de prison. Les viols, les coups mortels ou encore les vols avec armes. Aujourd'hui, ces affaires sont encore jugées aux assises et elles représentent plus de la moitié des dossiers. La justice a bien du mal à les audiencier dans des délais raisonnables. L'idée, c'est donc de les confier à un tribunal sans aucun juré tiré au sort, juste des magistrats professionnels, pour que ces affaires soient jugées plus vite, mais sans les déprécier. Car ce nouveau tribunal permettrait également d'en finir avec une pratique qui scandalise les associations de victimes, ce qu'on appelle la correctionnalisation des viols, requalifiée en agression sexuelle, en délit pour désengorger les cours d'assises. Pour le moment, ce tribunal criminel va d'abord être expérimenté dès 2019 dans plusieurs ressorts. Lyon, par exemple, s'est déjà porté volontaire. Le gouvernement veut se donner du temps pour décider ensuite, dans 3 ans, de le généraliser ou non dans toute la France. Explication RTL signée Cindy Hubert. Et Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et ce matin, l'invité d'RTL, elle répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux à 7h45. L'une des mesures phares de la loi Asile et Immigration a été adoptée hier soir à l'Assemblée. Les députés ont validé la réduction du délai pour déposer une demande d'asile de 120 jours actuellement à 90 jours. L'idée est de réduire les délais d'instruction à 6 mois. La gauche a voté contre, ainsi que quelques députés de la majorité. L'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval est au point mort, car Jonathan Daval, en fait, est au plus mal. Le mari d'Alexia a avoué le meurtre de son épouse fin janvier. Il avait alors expliqué qu'il ne voulait pas la tuer, mais qu'ils en étaient venus aux mains lors d'une dispute conjugale et qu'il l'avait étranglée en tentant de la maîtriser. Depuis, Jonathan Daval n'a été entendu qu'une seule fois par le juge. Selon son avocat Samuel Goldschmidt, son état de santé est préoccupant. Depuis ses aveux, le 30 janvier dernier, Jonathan Daval va de mal en pis. Mis à l'isolement d'abord dans sa prison, il a finalement été admis fin mars dans l'unité carcérale d'hospitalisation psychiatrique de la maison d'arrêt de Dijon, un service de 20 places pour les détenus souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques. Certains détenus qui ont besoin d'un suivi particulier y restent 24 heures sur 24. C'est le cas de Jonathan Daval. Nous avons eu la confirmation qu'il y est particulièrement observé et surveillé par le personnel soignant et carcéral. Il est extrêmement amaigri et profondément éprouvé moralement selon son entourage judiciaire. Un état tel qu'il empêche pour l'instant toute poursuite de l'enquête. La seule fois qu'il a été entendu par le juge d'instruction, c'était le 9 mars dernier. Samuel Goldschmidt dans l'Est pour RTL. RTL Matin, 7h08. Alors ce soir, c'est le début des vacances de printemps pour la zone B, mais quelques académies ont décidé de prendre des libertés avec le calendrier scolaire. Oui, normalement pour cette zone, les cours doivent reprendre le lundi 7 mai, mais c'est une semaine très particulière avec 2 jours fériés, le mardi 8 mai et le jeudi de l'Ascension. Donc dans les académies de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen, on a décidé d'en faire tout simplement une semaine de vacances. Les congés sont décalés d'autant et ils débutent un jeudi pour compenser les 2 jours fériés. Ces petits arrangements avec l'agenda ne plaisent pas à tout le monde. C'est un reportage RTL de Christian Panvert. 2 jours de plus, c'est une bonne nouvelle pour les enfants, mais souvent un casse-tête pour les parents, comme Stéphanie. Elle est maman de 3 filles de 9 à 16 ans et Godefroy, père de 2 garçons en bas âge. Autant on peut gérer une semaine, autant 15 jours, voire 2 semaines et demie, ça devient très compliqué. On remercie les parents et les beaux-parents de venir faire le babysitting à la maison également. Vive les belles-mères. Sarah est en seconde au lycée Saint-Ursule à Tours. Pour elle, mieux vaut reprendre le 14 que le 7 mai. On aurait repris, ensuite on aurait eu une pause, un pont, puis un autre pont. Alors que là, au moins c'est clair, c'est les vacances. Et après on va reprendre et là ça va vraiment être les cours et 2 semaines bien intensives. Gilles Moindreau est professeur des écoles. Il n'apprécie pas du tout. C'est un véritable bricolage en fait. Le dernier trimestre va durer 1 mois et demi. Selon lui, le calendrier prend certes en compte les ponts, mais pas seulement. Et c'est surtout dû au lobby des sports d'hiver, qui oblige l'éducation nationale à établir des zones. C'est pas très sérieux du point de vue de nos élèves, puisqu'en fait, il n'y a que très peu d'élèves qui vont au sport d'hiver, environ 8% sur 2 ans. Seule consolation à ses yeux, les jours fériés ne sont pas perdus pour les enseignants et les élèves. Le reportage RTL de Christian Panvert à Tours. Le gouvernement va modifier le mode de calcul du taux du livret A. Il ne pourra pas descendre en dessous d'un plancher de 0,5%, mais la contrepartie, c'est que le livret rapportera moins, car le nouveau mode de calcul ne sera pas uniquement indexé sur l'inflation. Pour l'instant, le taux du livret A est gelé à 0,75 jusqu'au 1er février 2020.
Bachar al-Assad a rendu sa Légion d'honneur. En début de semaine, la France avait annoncé qu'elle entamait une procédure pour la lui retirer. Eh bien, le président syrien fait savoir aujourd'hui qu'il ne portera pas une décoration remise par l'esclave des États-Unis. Ce sont ses termes. Lance Armstrong a acheté sa tranquillité et il a payé le prix fort. La star déchue du cyclisme qui a avoué s'être dopé a accepté de verser 5 millions de dollars d'indemnité pour échapper à une procédure judiciaire. C'est l'un de ses anciens sponsors qui le poursuivait, Philippe Corbet. Oui, 5 millions de dollars pour abandonner la procédure judiciaire dans laquelle il aurait pu lui être réclamé 100 millions d'indemnisation par son ancien coéquipier Floyd Landis, lui-même dopé, dont le témoignage a révélé l'affaire, et par l'État fédéral américain, puisque son ancienne équipe US Postal était financée par la Poste américaine, donc une institution publique. Ses avocats ont réussi à négocier avec eux avant un procès pour fraude qui devait se tenir mi-mai. Ils ont expliqué que les retombées publicitaires pour la Poste américaine étaient beaucoup plus importantes que la rémunération versée à Armstrong. Les avocats de l'État fédéral répondaient que l'image et la réputation de ce service public ont été abîmées durablement par les révélations et les aveux de l'ancien champion déchu il y a 5 ans. Armstrong avait déjà été condamné à verser 20 millions de dommages et intérêts, notamment à des entreprises qui le parrainaient. Il possède encore plusieurs demeures au Texas et au Colorado, des magasins de cycles et une entreprise qui organise des événements sportifs. Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. Le foot en France, bien sûr. 2 matchs avancés de la 34e journée de Ligue 1 ce soir. À 21h, Lyon reçoit Dijon, est en train de conforter sa 3e place. Avant cela, à 19h30, Rennes se déplace à Nantes. Les Canaries qui fêtent ce soir leur 75e anniversaire. Et puis en Ligue 2, Reims accueille Ajaccio, l'occasion pour le club de Raymond Kopa de retrouver l'élite peut-être. Un Béarnais ne lâche jamais et ça peut durer 150 ans. Écoutez donc. Un Rebénac, petit village des Pyrénées-Atlantiques, le maire va enfin obtenir la construction d'une fontaine qui avait été promise à la commune par Napoléon III. Oui. C'était en 1862, mais depuis rien. Et ben finalement, la mairie de Pau a décidé d'honorer cette promesse. Un jour en France sur RTL, Denis Grandjou. Oui, en 1862, Napoléon III, de passage à Pau, goûte une eau qu'il va adorer. L'empereur se renseigne et il apprend qu'elle est extraite de la vallée d'Ossau et plus précisément de Rebénac. En remerciement, il promet donc officiellement la création d'une fontaine au centre de la commune. Alain Sens, le maire de Rebénac. Il avait été décidé à l'époque parce que l'eau était rare, enfin, elle n'était pas un bien précieux comme elle est à l'heure actuelle, mais au niveau des commodités, il était intéressant qu'on puisse avoir l'eau comme les habitants de Pau sur la place du village. Et là, cette fontaine ne verra jamais le jour jusqu'au moment où la mairie de Pau décide de traiter ce très très vieux dossier. Jean-Paul Brun, adjoint au maire. Depuis 1862, vous me direz que ça peut attendre encore un petit peu, mais enfin, il faut bien en finir un jour ou l'autre. Et pour le maire de Rebénac, l'occasion de prouver qu'un Béarnais ne lâche vraiment jamais l'affaire. Ah non, on est tenace. Et pour moi, ce qui est très important, c'est au niveau de la parole donnée, quoi. Nous, on n'a pas besoin de signer de contrat. Dès l'instant où la parole est donnée, il faut la respecter, quoi. 156 ans après, la fontaine de Rebénac devrait être construite d'ici la fin de l'année au bord du ruisseau. Un jour en France sur RTL, signé Denis Grandjou ce matin. C'était le journal d'Isabelle Choquet. RTL Matin, 7h13. Pour les courses, Yves, rendez-vous à Vincennes et en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier. Tout de suite, Caroline. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nous retrouvons ce vendredi soir à l'Hippodrome de Vincennes pour un quintet comme d'habitude très ouvert. Il s'agit du prix Neptuna, une épreuve réservée à des juments âgés de 6 à 10 ans qui vont en découdre sur la distance de 2850 mètres. Attention, nous serons sur la grande piste car le printemps est là. Et ce printemps nous autorise à courir sur le grand parcours de Vincennes. Ma favorite porte le numéro 2, il s'agit de Cadix, une jument de très grande qualité qui n'a pas encore les gains correspondant à sa valeur. Elle devrait ici s'illustrer en dépit du fait qu'elle est l'une des moins riches du lot. Ma dernière minute est le 11, Business Class, une concurrente qui rend 25 mètres. Cela étant, quand elle est déférée des 4 pieds, ce qui est le cas ici, elle a toujours réussi sur la grande piste. 3 parcours, une victoire, 2 deuxièmes places, c'est elle aussi une première chance. Mon pronostic est le suivant, le 2 Cadix, le 8 Chamara de Guèze avec Jean-Michel Bazir, le 3 Belle d'Hermès, le 12 Belaise, le 11 Business Class, ma dernière minute, le 4 Capucine d'Avril, le 10 Coralcy et le 6 Brise du Coudou. Départ de cette épreuve à 20h15. Bonne chance à tous. Pour les pronostics, les indiscrétions, les résultats 3210 ou notre site onrefaitlescourses.fr.
En 2014, l'américain General Electric rachetait la branche énergie d'Alstom, fleuron de l'industrie française. À l'époque, souvenez-vous, cette vente avait choqué et suscité un vif émoi dans la classe politique. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, s'en était offusqué. 4 ans plus tard, une commission d'enquête parlementaire révèle les dessous obscurs d'une vente controversée. Son président demande plus de contrôle et de transparence dans ce type de transaction. Olivier Marleix est notre invité dans 3 minutes pour comprendre. Mais auparavant, la politique. Avec vous, Alba Ventura. Emmanuel Macron gagne 3 points dans notre grand baromètre BVA Orange pour RTL et la Tribune. Oui, c'est un petit regain de popularité, on va dire, dans une opinion qui reste partagée. C'est ce qu'on peut appeler, vous savez, un sondage et en même temps. Ah bah je vois tout à fait. À tout de suite pour l'édito politique d'RTL Matin. RTL 7h15. RTL Matin. Yves Calvi. 7h16, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors que plusieurs manifestations se sont déroulées hier dans toute la France, notre sondage de BVA Orange montre qu'Emmanuel Macron regagne un peu de terrain. Ça veut dire, Alba, que la séquence médiatique qu'il vient d'effectuer lui a été finalement profitable. Ça veut dire que les différentes interviews auxquelles s'est prêté le chef de l'État étaient en fait attendues. On savait qu'il y avait clairement un déficit d'explication, de pédagogie. Bon, alors il n'en est pas à convaincre une majorité de Français, loin de là, mais c'est vrai qu'il reste à la surface de l'eau avec 43% de bonnes opinions. Il ne s'effondre pas. Et même si 3 points de plus dans un sondage n'est pas significatif, c'est quand même mieux que ses prédécesseurs. Quand on se replonge dans les 2 précédents quinquennats, Nicolas Sarkozy, 1 an après son entrée à l'Élysée en 2008, engrangeait 32% d'opinion positive, c'était 34% pour François Hollande en 2013. Macron est environ 10 points au-dessus. Et ce maigre gain, alors il le récupère chez les moins de 50 ans, chez les femmes et chez les habitants des petites communes. Et sur un plan plus politique, alors bon, la base de l'électorat En Marche reste très fidèle à Macron, il enregistre 93% de soutien et il progresse alors un peu chez les sympathisants du Parti Socialiste et plus fortement chez les électeurs, les Républicains. Alors pardon, mais c'est un sondage et en même temps, si je comprends bien. C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que les Français saluent à la fois le président déterminé, persévérant, qui n'a pas peur d'aller au contact, qui fait face à la contestation, qui a un projet pour la France et qui s'y tient, qui incarne la fonction et qui a redonné du lustre au pays sur la scène internationale. Et en même temps, il lui reproche de faire passer ses réformes en force, d'appliquer un programme libéral qui génère des inégalités, qui fait la part belle aux plus aisés, un président qui n'est pas suffisamment attentif aux plus fragiles et qui se demande si toutes ces réformes lancées à toute allure, s'ils en bénéficieront un jour. C'est typiquement, vous savez, le reflet d'une France coupée en 2 entre ceux pour qui la vie est plus facile et ceux qui comptent leurs sous à la fin du mois. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais au bout d'1 an de mandat, on voit bien que les Français comprennent qu'il a un cap, mais qu'ils restent sceptiques. Ils ont encore du mal à distinguer la transformation promise. Donc si dans ce sondage, on voit qu'il grappille quand même ici et là, les mécontentements restent forts. 54% des Français ont encore une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron. Pourtant, les manifs ne font pas recette. Non, on l'a vu hier. Écoutez, 15 000 manifestants à Paris, 6 000 à Marseille. C'est quand même maigre. Pourtant, il faisait très beau. Oui. Alors, c'était une manif CGT, une intersyndicale CGT, avec des cheminots, des agents de la fonction publique, des personnels hospitaliers, mais seulement CGT. Et pardon, mais la CGT n'est pas leader, à part à la SNCF. Mais vous avez vu, lors des précédentes mobilisations, même quand les syndicats faisaient semblant d'être unis, ils n'ont pas réussi à rassembler les foules. La réalité, ce que ça veut dire, Yves, c'est que les syndicats n'ont plus les moyens de mettre des gens dans la rue. Il n'y a plus de mouvement coordonné. Alors ça, c'est une aubaine pour Emmanuel Macron, même s'il n'a aucune raison de s'en réjouir. Alba Ventura, puis je vous rappelle qu'à 7h45, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est l'invitée d'RTL et d'Elisabeth Martichoux. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h19. Comment mieux contrôler la vente d'actifs français à des capitaux étrangers? Prenons l'exemple de la branche énergie d'Alstom, rachetée en 2014 par General Electric. C'est la mission d'une commission parlementaire et on va en découvrir immédiatement les dessous. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Olivier Marleix. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes député Les Républicains d'Eure-et-Loir et vous présidez la commission d'enquête Alstom, justement. Alors, replongeons-nous en 2014. L'agence de presse Bloomberg annonce le rachat de General Electric de la branche énergie d'Alstom. Selon votre enquête, qui est au courant à ce moment-là ?
En fait, en théorie, si on écoute ce que nous ont dit les acteurs politiques de l'époque, personne, ils découvrent, ils tombent de l'arbre, etc. Bon, c'est la version de Monsieur Montebourg, qui était sans doute sincère, qui avait sans doute pas beaucoup d'infos. C'est aussi la version que reprendra Emmanuel Macron, son successeur, ministre de l'économie en 2015 devant l'Assemblée nationale. En réalité, au terme de 6 mois de travaux, on se rend compte que l'histoire est peut-être pas tout à fait celle-là, que la chronologie n'est peut-être pas tout à fait celle-là, que cette vente, elle était dans les tuyaux depuis la fin 2012, elle a germé fin 2012, et que fin 2012, Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Donc voilà, l'État a sans doute été informé bien avant qu'il ne nous l'a dit. Je vous interromps déjà sur ce premier point. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie sur la nature de ce qui pourrait se passer, on s'est bien compris. C'est ça, c'est un dysfonctionnement assez étonnant. Et donc les conséquences d'une éventuelle vente. Sur les conséquences d'une éventuelle vente, notamment à General Electric, qui est une des études qui est une des hypothèses qui est clairement sur la table. Ce qui est gênant, c'est au-delà de ça, c'est surtout qu'il se passe rien après pendant 18 mois, quoi. On nous a dit, mais vous savez, le projet était ficelé, on pouvait rien faire, etc. Si à ce moment-là, on avait utilisé les informations qu'on avait, ou même si c'était pas une information, c'était une intuition géniale, mettons, on avait tout à fait le temps de monter un autre scénario pour essayer de sauver ce qui était quand même un acteur majeur du nucléaire en France, je vous rappelle, c'est les turbines de nos 58 réacteurs nucléaires, c'est pas rien, et c'était la capacité de la France à vendre des centrales nucléaires clés en main dans le monde, 100% françaises. On n'est que 5 ou 6 nations dans le monde à savoir faire ça. Enfin, on était, pardon. Mais dites-moi, en 2004, l'État s'est battu pour sauver Alstom. Oui, c'est effectivement à contrario. En 2004, Nicolas Sarkozy, pardon de le rappeler, sauve Alstom. 2014, on laisse faire. C'est une approche différente des choses. Je reprends les différents acteurs à la lumière des informations que vous avez pu recueillir. On se souvient donc de la réaction d'Arnaud Montebourg, qui se retrouve lui face au fait accompli. Est-ce que vous pensez qu'il l'a réellement subi ? Oui, je crois. Nous avons entendu Arnaud Montebourg sous serment, on a la possibilité, on l'a entendu 2 fois. Je crois très clairement que lui n'était pas informé et que lui a vraiment découvert à ce moment-là ces discussions. En revanche, je pense que l'État était à un autre niveau, était clairement informé. Le patron de l'APE de l'époque nous a dit clairement qu'il avait une demande de l'Élysée ou Matignon, par élimination, je sais que ce n'est pas de Matignon que ça venait, d'étudier le scénario d'un désengagement de Bouygues, qui était l'acteur de référence, et d'une vente à General Electric. Alors, Emmanuel Macron est président de la République. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a affirmé, lui aussi, s'être retrouvé devant, je cite, un projet totalement ficelé. Vous nous dites aujourd'hui très clairement sur RTL que vous pensez que c'est faux, qu'il ment. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas, d'ailleurs, il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Pourquoi ne pas au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même. Il avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 euros. Pourquoi est-ce qu'il nous en a pas parlé? Il aurait pu nous dire, dès 2012, on a vu des réflexions, mais on a interrogé Martin Bouygues, il nous a dit qu'il n'y avait aucun projet, etc. Visiblement, l'histoire n'est pas celle-là, et elle n'est pas celle qu'il nous a racontée à l'époque Emmanuel Macron. Alors, on n'est pas aux États-Unis où l'idée d'un mensonge est immédiatement sanctionnée. Qu'est-ce que vous souhaitez en avérant ces faits qui peuvent effectivement choquer? Que souhaitez-vous avec votre commission obtenir au bout du compte? Le sujet, c'est pas de refaire l'histoire. Le sujet, c'est très clairement qu'on sorte de cette opacité. Voilà. Moi, je ne doute pas que les banques d'affaires, c'est leur métier, et plein de bonnes idées, elles le font très bien. Une belle réussite d'ailleurs pour trouver des deals. Simplement, il y a des secteurs où ces deals, il faut quand même qu'ils soient approuvés par l'État sérieusement dans les conditions où le prévoit la loi. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de secteurs, il s'agit de défendre les intérêts nationaux, et donc le politique doit faire son boulot. Et je suis très heureux que notre commission d'enquête ait débouché sur quelque chose à laquelle personne ne croyait, c'est qu'on va enfin sortir de l'entre-soi, et que désormais tout ça se fera sous le regard du Parlement, c'est-à-dire c'est un gage de transparence que nous avons obtenu. On s'est bien compris sur des domaines sensibles, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous mêler de toutes les affaires de concurrence qui ont lieu quotidiennement et dont on n'entend même pas parler. Tout à fait. Il ne s'agit vraiment que d'une centaine de petites affaires par an. Donc tout ça, évidemment, balaye l'argument de la nuisance à l'égard de l'attractivité de la France. C'est pas du tout le même sujet. Le gouvernement en convient, conjugue-le en même temps. On peut être en même temps un pays attractif et en même temps se défendre. Je pense qu'il en est plus que temps.
Une toute dernière question. Vous auriez souhaité que d'une façon ou d'une autre, on puisse interroger aujourd'hui l'homme qui est devenu président de la République sur ce qui s'est passé à l'époque? Idéalement, ça aurait été bien, parce qu'il y a de vraies contradictions entre ce qu'il nous a dit lui et même ce que dit François Hollande qui parle de cette affaire dans son livre en racontant que l'initiative est revenue à Martin Bouygues, ce que Martin Bouygues nous a dit à peu près le contraire devant la commission d'enquête. Merci beaucoup Olivier Marleix. On va suivre ce dossier avec curiosité. Merci d'être venu ce matin. Merci, je le rappelle sur RTL. Vous présidez la commission d'enquête Alstom justement et vous êtes député Les Républicains du département d'Eure-et-Loire. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini. Très bonne journée à vous. RTL 7h25. En un clic sur le lien RTL en direct, faites plus qu'écouter. Regardez RTL. Connectez-vous tout de suite sur RTL.fr. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. En tenue sportive et quasi balnéaire, Cyprien Sini nous rejoint pour son inattendu. Et une question cruciale, Yves, vous êtes plutôt chips classiques ou vous les préférez goût barbecue ou moutarde à l'ancienne? Les chips classique. Ah, je suis d'accord avec vous. Mais tout cela, de toute façon, ne change rien à notre affaire, non? Car quels que soient les chips que vous avez choisis, vous aurez certainement constaté en ouvrant le paquet qu'il était toujours à moitié vide. Oui, à chaque fois que vous tenez un bon gros paquet de chips entre les mains et que vous l'ouvrez. C'est énervant. Ah, c'est toujours la même déception, hein. Il est surtout rempli d'air et d'un peu de pommes de terre. Eh bien, comme le raconte le site Slate.fr, 2 Américains au bout du rouleau, qui estimaient payer pour de l'air, ont lancé une action collective contre une marque de chips. Bon, sans surprise, ils ont perdu, hein. Le tribunal leur a donné tort, car d'abord, le poids net est écrit sur le paquet. Il n'y a donc pas de tromperie. Et surtout, si les paquets de chips ne sont toujours qu'à moitié remplis, ce n'est pas pour rien. Et oui, c'est pour protéger le produit, pour protéger l'intégrité de la chips. Car d'abord, si les chips étaient serrés comme des sardines, avec les chocs du transport par exemple, en ouvrant votre paquet, vous n'aurez que des miettes de chips, ce qui n'est pas très agréable, vous le reconnaîtrez. Mais surtout, au contact de l'air, la chips se ramollit. Du coup, les fabricants injectent dans le paquet une bonne dose d'azote nécessaire à la conservation d'une chips bien craquante. En fait, dans un paquet, il y a des pommes de terre, et dans ce grand vide que vous pensez être de l'air, il y a donc de l'azote, et a priori, c'est pas prêt de changer. Bon, écoutez, vous avez apaisé tous nos questionnements, et je vous en remercie à l'orée du week-end. On va maintenant se préoccuper de nos bonnes grosses têtes avec vous, Caroline. Oui, c'est pas l'heure de l'apéro, c'est l'heure du goûter, 16h-18h. Laurent Ruquier et les grosses têtes. Et on parle de cette grande mode depuis quelque temps, le tatouage. Vous n'êtes pas tatoué, vous? Oh non, pas le genre de la maison. Monsieur de Kersauzon, évidemment, étant marin, je vous demande même pas, vous êtes forcément tatoué. Absolument pas. Non, n'est pas la carte des mers. Marqué TE sur ça. Tatoué dans le dos. Transatlantique. Aucun tatouage. Aucun tatouage. Non, mais c'est une tradition, tu veux faire ça pour une femme? Pas du tout pour une femme, pour une personne, ouais. Non, oui, pour Régine, par exemple. Ouais. Ah, t'as été avec Régine? Ah oui, il a été avec Régine. Ah oui. Pourquoi pas avec la pauvre du maréchal Pétain, pour vous dire. Ne me dites pas que vous n'avez pas connu Régine, Olivier. Religieusement, je l'ai connu comme ça, je l'ai pas connu bibliquement, tu rigoles ou quoi? Si ça se trouve, c'est Olivier, la grande Zora. Non. Quand on vient le mardi, moi, la grande Zora. Dans le milieu, on m'appelait le grand zombie, c'est pas totalement en vrille. Il sera là cet après-midi avec Laurent Ruquier. Ne manquez pas ça, 16h, les grosses têtes sur RTL. RTL Matin. Notre météo, Marina Giraudot. Eh bien, c'est reparti pour une journée chaude et ensoleillée comme hier, avec un ciel généralement limpide, excepté quelques brumes matinales sur les côtes nord de la Bretagne et de la Manche qui vont généralement se dissiper. Elles résisteront juste quelques nappes, vraiment très localement. Des cumulus l'après-midi en montagne, mais cette fois-ci sur le Massif central et les Pyrénées. Attention au risque d'avalanche forte sur le nord des Alpes. Et puis sinon, des températures encore très agréables, entre 21 et 29 degrés. 29, ce sera pour Paris, Strasbourg, Grenoble, Limoges et Cognac. Il fera 26 à Toulouse, 23 à Brest et 21 à Ajaccio. Merci beaucoup Marina. Merci à vous de nous être fidèles et de nous écouter. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 20 avril. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, cette évacuation express cette nuit à l'université de Tolbiac à Paris. Il était 5h ce matin quand une centaine de CRS au moins a investi le bâtiment en 1 heure seulement. Les étudiants qui occupaient les lieux depuis un mois ont été délogés. Aucun incident majeur, juste quelques éclats de voix.
On défend nos petits frères, nos petites sœurs. On reviendra encore plus, et encore plus. Vous avez enlevé le premier mouvement parisien. Toute la France, vous avez mis Tolbiac à l'extérieur. Ça va être la guerre dehors, ça va être la guerre. Là, on était dedans parce qu'on savait que vos enfants, ils vont payer 8000 balles derrière. Raison de hurler. Je veux bien discuter avec vous. Si, il y a des raisons de hurler. Les étudiants, je veux bien discuter avec vous. Si vous arrêtez de hurler. Alors, une personne a été interpellée pour outrage et rébellion. La préfecture de police de Paris indique de son côté que tout s'est passé dans le calme. C'est aussi ce que raconte Chloé, l'une des étudiantes qui se trouvait à l'intérieur. Tout le monde s'est précipité pour se barricader à l'intérieur et au final, non, ils sont passés par les portes extérieures des amphis. Donc ils sont arrivés vraiment à l'intérieur. Casqué, bouclier, c'est assez impressionnant. On a tous pu sortir quand même assez rapidement, même escalader les grilles et tout ça, c'était tranquille. Il n'y a pas encore tous les camions et tout ça. Un témoignage recueilli pour RTL par Vincent Serrano qui a assisté donc à cette expulsion pour RTL. La fermeté, c'est aussi le mot d'ordre face aux cheminots. Les syndicats de la SNCF ont quitté hier la table des négociations. Ils demandent désormais à discuter directement avec le Premier ministre. Pas question, leur a répondu Édouard Philippe. La CFDT dénonce ce matin un déni de démocratie. Aujourd'hui, si ce n'est que pour faire de chambres d'enregistrement et que les décisions, on les apprend dans la presse le lendemain, vous conviendrez que ce n'est pas une séance de négociation. Que de temps perdu, que de gâchis. Moi, je pense aux usagers qui sont pénalisés par les grèves. Je pense à l'argent que perd la SNCF, 10 millions par jour. Je pense à l'argent que perdent les grévistes dans cette affaire-là. Et je dis clairement que dans la méthode de concertation de négociation, il y a un déni de démocratie sociale dans ce pays. Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT cheminot dans RTL Grand Soir, un peu plus tôt, toujours sur RTL. Elisabeth Borne, la ministre qui pilote cette réforme, appelait, elle, les syndicats à revenir à la raison. Le refus du dialogue, ça n'est jamais la bonne solution. Moi, je n'ai jamais refusé de dialoguer et je ne le refuserai jamais. Il reste des négociations à mener au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise. Continuons à dialoguer. C'est comme ça qu'on défend au mieux les intérêts des cheminots. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, avec Marc-Olivier Fogiel hier dans RTL Soir. Des cheminots qui, pour certains, vous le savez, étaient dans la rue hier. Les manifestations organisées à l'appel de la CGT ont rassemblé 300 000 personnes, d'après le syndicat. 3 fois moins, si l'on en croit le gouvernement. Bref, ce n'est pas vraiment un succès, car quels que soient les chiffres, c'est moins que lors de la précédente journée de mobilisation le 22 mars. Normal, répond Philippe Martinez, qui appelle d'ores et déjà à une nouvelle journée d'action le 1er mai. Non, le mouvement s'essouffle pas. Il y a une période de congé. Les cheminots, comme les autres, ils aiment bien passer un peu de temps avec leurs enfants, avec leurs familles. Voilà. Mais le taux de grévistes par rapport à l'effectif présent dans l'entreprise, si vous parlez des cheminots, il est à peu près le même. Et Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT au micro RTL de Christophe Ponzio. RTL matin, 7h34. Une contestation qui ne freine pas le rythme des réformes. Oui, puisque la ministre de la Justice présente ce matin en Conseil des ministres sa loi de programmation, un texte fleuve, puisqu'il concerne à la fois les prisons, la justice antiterroriste, la carte judiciaire. Il prévoit aussi la création d'un nouveau tribunal criminel. Fini les jurés et l'oralité des débats pour certaines affaires. C'est une mauvaise chose, dit ce matin Christian Saint-Palais. Il préside l'association des avocats pénalistes. C'est un projet que je combats parce qu'il porte atteinte à la qualité de la justice pénale. À quoi servait l'oralité des débats ? Ça servait, parce que les jurés découvraient le dossier, à ne pas considérer comme acquis les éléments à charge que l'accusation avait apportés. À la cour d'assises, on reprend tout. Ça prend du temps. Ça permet à chacun de participer à un débat contradictoire et ça permet de faire émerger une vérité judiciaire dans de meilleures conditions. Voilà ce à quoi on veut s'attaquer. Ça n'est pas une amélioration de la qualité de l'état de droit. Au contraire, on brade la qualité parce qu'on ne sait pas réunir les fonds nécessaires, on ne le veut pas, pour organiser davantage de sessions d'assises avec des jurés, c'est-à-dire des sessions d'assises qui se déroulent bien. Le président de l'association des avocats pénalistes, propos recueillis pour RTL par Cindy Hubert. Et Nicole Belloubet lui répondra dans quelques minutes sur RTL. La garde des Sceaux est l'invitée d'Elisabeth Martichoux à 7h45, dans 10 minutes. La ministre qui réagira aussi sans doute aux résultats de notre baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune. La cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse de 3 points à 43% d'opinion positive. Le chef de l'État qui rendra cet après-midi hommage à Xavier Jugelé. C'est ce policier, vous vous en souvenez sans doute, tué sur les Champs-Élysées il y a tout juste un an lors d'une attaque djihadiste. Une plaque commémorative en son nom sera dévoilée. Décision saluée ce matin par le syndicat de Police Alliance qui regrette toutefois le manque de moyens accordés aux forces de l'ordre. Le car dans lequel étaient nos collègues, qui a reçu des balles, n'a toujours pas été remplacé un an après. Enfin, franchement, on peut imaginer dans quelles conditions se trouvent nos collègues aujourd'hui. Ça, c'est pas acceptable. Bien sûr qu'il faut reconnaître
Bon, mais il faut tout reconnaître. Frédéric Lagache du syndicat de police Alliance avec Guillaume Chiez. Les règles du jeu vont bientôt changer pour le livret A. Oui, Bruno Le Maire l'a confirmé hier. À partir de 2020, le taux de rémunération du placement préféré des Français ne pourra pas descendre sous la barre des 0,5%. Une fausse bonne nouvelle, dit ce matin l'association de consommateurs CLCV, car en échange, le livret A ne sera plus indexé sur la seule inflation. Non, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'auparavant, il y avait quand même un principe important, c'était que le taux du livret A, on garantissait l'inflation. C'est-à-dire qu'au moins, on rémunérait à hauteur de l'inflation, alors que là, il s'agit concrètement de remettre en cause ce principe, comme si on perdait de l'argent. C'est-à-dire qu'on place de l'argent et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, ce qu'on a, ça permet d'acheter moins de choses que ce qu'on pouvait acheter au moment où on l'a placé. François Carlier de l'association CLCV, réaction recueillie pour RTL par Armel Lévy. Puis on est généreux ce matin sur RTL, nous. Avec ce cadeau, Kenji Girac dévoile le premier extrait de son 3e album. Ça s'appelle Maria Maria. Maria Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria Maria Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Cette chanson, Maria Maria, c'est l'histoire d'une fille, elle est magnifique, qu'elle hante mes pensées, mais à chaque fois que je lui cours derrière, elle s'envole et donc je suis tout le temps à sa recherche. J'ai changé un peu de style de voix, j'ai voulu faire plus doux, un style un peu plus différent. C'est-à-dire, c'est un peu plus urbain, c'est même un album plus personnel, j'avais vraiment envie de changer la direction. Je me suis beaucoup plus impliqué, que ce soit plus la composition et tout. On a levé un peu plus la barre, un peu plus haute. Puis j'ai un peu la pression quand même, oui, bon, après voilà, il y a toujours un petit stress. Je veux que tu meurs de moi, serre-moi contre toi, je veux que tu meurs. Et Kenji Girac, dont les 2 premiers albums sont vendus à 2,5 millions d'exemplaires, c'est colossal. 22 ans seulement, on le rappelle, il est au micro RTL de Steven Bellery. Alors pour découvrir le reste de ce 3e album, il va falloir patienter un peu, jusqu'au 31 août. En attendant, Maria Maria qu'on vient d'entendre, ce sera peut-être le tube de l'été, parfait pour une journée comme aujourd'hui, puisqu'on attend, Marina nous le disait encore, des records de température. 29 degrés notamment attendus à Paris et Biarritz. C'était le journal d'Amandine Bégaud. Alors je précise que nous reviendrons bien entendu sur le cas Girac à 9h dans l'essai vous tentez avec Steven Bellery comme d'habitude. Alors vous, on vous retrouve à 8h40 pour la revue de presse. Très bonne chose, à tout à l'heure. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h38. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. François, dans la Coupe d'Europe des richesses, nous venons de vivre un véritable bouleversement et une révolution même. Oui, parce que l'Italie s'est fait dépasser en termes de PIB par habitant par l'Espagne. Rivalité incroyable, séculaire, et derrière laquelle, vous allez le voir, il y a une bombe à retardement pour l'Europe. À tout de suite pour vos explications. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, l'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'Espagne est en train de dépasser l'Italie, c'est ce que nous apprend le Fonds monétaire international. Oui, la hiérarchie économique des pays d'Europe du Sud est complètement bouleversée. Le PIB par habitant des Espagnols est désormais supérieur à celui des Italiens quand il est calculé avec la méthode qu'on appelle parité de pouvoir d'achat. Oui. Il y a 10 ans, avec ce même calcul, l'Italie était à 10% au-dessus de l'Espagne. Elle est passée en dessous et d'après les prévisions du FMI, dans 5 ans, l'Espagne l'aura dépassé de 7%. Dans 5 ans également, l'Italie sera dépassée encore par la Slovaquie et par la République tchèque. Mais c'est pas possible, c'est plus qu'une révolution. Qu'est-ce qui a causé ce bouleversement incroyable ? Une forte reprise économique en Espagne, d'un côté, plus de 3% de croissance annuelle depuis quelques années, qui fait plus que compenser la très grosse crise que le pays a connue quand son immobilier s'est effondré en 2009. Mais le fait majeur, c'est l'incroyable dégringolade italienne. L'Italie est la seule des grandes nations économiques à ne pas avoir retrouvé son niveau d'avant-crise, loin s'en faut. Son PIB est toujours inférieur de 6% à ce qu'il était en 2007. Ça veut dire que le pays subit un choc économique plus grave que celui des années 30. Et même la petite reprise que connaît le pays en ce moment, elle est à la fois trop tardive et trop modeste pour rattraper tout cela. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe en Italie ? C'est l'homme malade de l'Europe. C'est le véritable homme malade de l'Europe. Elle ne s'est jamais remise de l'union monétaire, au fond. Auparavant, le pays avait trouvé une sorte de régulation de fortune de son économie, avec ses dévaluations perpétuelles de la lire, sa monnaie, qui compensait le manque de compétitivité. Avec l'euro, c'est fini. Autant l'Espagne s'est adaptée, notamment en attirant les investissements étrangers, autant l'Italie n'y est pas parvenue. Si vous comparez la croissance des deux pays depuis 1999, c'est le lancement officiel, le début officiel de l'union monétaire, donc sur 18 ans, l'Italie n'a progressé que de 7%. Alors qu'en Espagne, c'est 44%. Vous voyez quel écart de trajectoire ?
L'Italie paye la faiblesse de son tissu d'entreprise, au sud de Rome en particulier, la persistance d'une dette énorme, la faiblesse de l'administration, l'insuffisance du système éducatif. En Italie comme ailleurs, l'euro a renforcé les forts et affaibli les faibles, selon la formule de Louis Gallois. Tout le sud du pays s'est littéralement effondré. Alors est-ce que ça veut dire que quand même au nord du pays ça va mieux? Oui, en fait il y a 2 pays en Italie. Du nord jusqu'à Rome tout va bien. Certaines régions figurent d'ailleurs parmi les plus riches d'Europe. Il y a une tradition industrielle, une puissance exportatrice considérable. Pour cette Italie-là, l'euro c'est parfait. Et en dessous de Rome, Rome compris d'ailleurs, parce que la ville s'est incroyablement paupérisée et elle est moins bien entretenue qu'avant. En dessous de Rome, c'est l'asphyxie. C'est la limite des calculs du FMI. En fait, ils ont fait la moyenne de ces deux Italies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors à l'arrivée, quelles conséquences tout cela peut-il avoir pour l'Europe? Assez importantes. Au plan économique et financier, Rome, l'Italie, est une bombe à retardement. Si les politiques de soutien à l'économie de la Banque centrale cessaient, on pourrait connaître une nouvelle crise sur les taux d'intérêt de la dette italienne. Et au plan politique, les dernières élections ont fait la part belle aux populistes, de droite comme de gauche, qui se nourrissent du ressentiment, de la colère des populations devant le plus grave échec économique en Europe depuis la disparition des régimes communistes. François Langlais pour l'Angleco, et vous m'avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas vu ça, l'Espagne devant l'Italie depuis le XVIe siècle. Merci beaucoup François Langlais. RTL Matin, Yves Calvi. 7h45, merci beaucoup d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Une centaine de CRS a évacué tôt ce matin la fac parisienne de Tolbiac. Une personne interpellée, vous avez des informations, vous confirmez cette interpellation? Eh bien oui, je pense qu'effectivement une personne a été interpellée. Le président de l'université Tolbiac réclamait cette évacuation depuis plusieurs jours. Elle a lieu ce matin, mais après 4 semaines d'occupation. Pourquoi avoir attendu? Bien, écoutez, je pense que les services de police ont apprécié la situation. Je ne sais pas si vous connaissez Tolbiac. Il se trouve que moi, j'y ai été enseignante pendant des années, puisque je suis professeure de droit et que les cours à Paris 1 se situaient à Tolbiac. Et donc, c'est un peu dans une cuvette. C'est vraiment une situation géographique particulière. Donc, j'imagine que les forces de l'ordre ont apprécié la capacité à intervenir. Je comprends parfaitement, évidemment, ce que le président de l'université demandait, parce que plus rien n'était possible à Tolbiac. Or, c'est l'un des sites principaux d'enseignement et d'examen donc de l'université. Donc, évidemment, j'imagine que l'impatience du président était grande. Vous avez eu des remontées sur les dégradations, justement, qui ont été faites, réalisées à Tolbiac? Ce n'est pas exactement mon secteur d'intervention. Je n'ai pas eu de remontée. En revanche, je me tiens parfaitement au courant de la situation universitaire qui m'est toujours très chère. Vous, le gouvernement, d'ailleurs, le président aussi en a parlé, vous continuez de dire qu'il y a des activistes professionnels qui mettent la pagaille dans les facs? Écoutez, je pense qu'il y a à la fois une protestation autour des nouvelles modalités d'admission en première année d'université. Donc je pense que cela peut partir de critiques que personnellement je ne comprends pas et que je n'approuve pas. Quand on regarde le système qui existait auparavant, évidemment à cela se surajoutent sans aucun doute, mais ça a toujours été le cas dans le milieu étudiant, des activistes, oui. Oui, des activistes qui ont été pointés du doigt à 2 reprises par le chef de l'État. Il y a en même temps que cette pagaille dans les facs, des heurts à Notre-Dame-des-Landes, depuis le début de l'évacuation, il y a 15 jours, elle devait être très rapide, elle tarde. Il y a eu toute cette semaine des comparutions immédiates. Vous savez s'il y a eu des condamnations et combien? Il y a des condamnations. Il y a eu, je crois, 18 comparutions immédiates jusqu'à ce jour. Il y a eu également des condamnations, y compris à des peines d'emprisonnement. Ferme, de la prison ferme de plusieurs mois. Absolument. Donc, je crois que c'est une réponse. Si vous voulez, je crois que le gouvernement n'est pas dans une logique sécuritaire. Il est dans une logique de prise en compte de l'intérêt général. Les peines, les sanctions ne tombent pas comme cela. Il y a eu d'une part une décision prise, me semble-t-il, en fonction de l'intérêt général, qui a été de ne pas réaliser l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Puis il y a eu, parce que nous sommes quand même en République, des opérations de maintien de l'ordre qui ont été réalisées ces derniers temps pour maintenir l'ordre républicain et donc des sanctions qui vont avec ces opérations de maintien de l'ordre. Et puis, il y a la possibilité qui a été ouverte depuis le mois de janvier dernier et qui l'est encore, qui est conduite par la préfète, de travailler sur des projets individuels, des projets de reprise de terre, ce qui correspondait, me semble-t-il, à la demande initiale. Ça, c'est le fond du dossier. Des peines, vous parliez de condamnation de plusieurs mois, proportionnées
condamnés, ce sont des personnes qui veulent vivre sur place en proposant des systèmes alternatifs, certes qui font face parfois violemment aux forces de l'ordre, mais jusqu'à 8 mois de prison ferme, vous trouvez que c'est proportionné? Écoutez, la peine vient sanctionner une infraction. Et donc, lorsque l'infraction a été commise, il me semble tout à fait naturel que la peine y réponde. Les magistrats, je le crois, sont des personnes qui appliquent le droit avec toute la pondération nécessaire. C'est important que le gouvernement donne le sentiment que l'État, ou que force est donnée au droit, et que l'État fait en sorte que l'ordre Madame revienne. Martichoux, ce n'est pas le gouvernement, c'est la justice dont vous parlez. La justice est indépendante. La justice est indépendante et elle condamne certains zadistes. Vous nous avez dit 18 condamnations depuis le début de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Vous présentez, Nicole Belloubet, aujourd'hui votre réforme de la justice en Conseil des ministres tout à l'heure. Elle est importante, cette réforme, mais elle est, pour ainsi dire, un peu, je dirais, occultée par la loi SNCF, l'autre grande loi qui a été d'ailleurs votée en première lecture mercredi. Est-ce que vous regrettez cet embouteillage ou est-ce que, d'une certaine façon, ça peut vous arranger? C'est une stratégie qui vous permet de noyer la contestation? Non, ce n'est pas une stratégie du tout, ni de la part du gouvernement, ni de quiconque. Ce texte de loi est arrivé à maturité, il devait donc être présenté maintenant. Il se trouve que d'autres événements interviennent. Ce n'est pas une stratégie, c'est une concordance des calendriers. Je crois que ce que veut le gouvernement en toute hypothèse, c'est conduire des réformes, ne pas tarder. Et je crois que c'est dans cette ambition-là que s'inscrit ce projet de loi. Alors on va en parler parce que cette réforme, vous n'avez pas réussi, Nicole Belloubet, à éteindre des inquiétudes sur certains points sur lesquels on va s'arrêter si vous voulez bien. D'abord, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. J'ai une question simple. Quel que soit le lieu où il habite, le justiciable qui savait jusque-là où aller pour régler un problème de voisinage, de surendettement, de problèmes entre propriétaires et locataires, est-ce qu'il pourra toujours aller au même endroit, au même tribunal, pour rencontrer les mêmes juges? Absolument. Les mêmes juges. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Absolument, Madame Martichoux, absolument. Aucun tribunal ne sera supprimé. Tous les tribunaux resteront. Ils accepteront les mêmes contentieux. J'irai même plus loin. Nous simplifions la procédure par ce texte, ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu où vous apporterez votre contentieux, votre conflit, il sera immédiatement redirigé vers le tribunal compétent. Aucun tribunal d'instance supprimé. Au Laurent-Sainte-Marie, à 30 km de Pau, il y a un tribunal d'instance. Il est maintenu. Il est maintenu? Oui. Est-ce qu'il va fusionner avec le tribunal de grande instance? Administrativement, mais pour le justiciable. Administrativement. Mais pour le justiciable. Non, mais le bas ne blesse pas. Non, le bas ne blesse pas. Pour le justiciable, ce sera absolument invisible. Le tribunal conserve toutes ses compétences. Il conservera ses compétences, il conservera son nom, il conservera ses juges, il conservera ses contentieux, il conservera les litiges du quotidien. Madame Martichoux, qui peut imaginer qu'un gouvernement censé et responsable veuille supprimer ce qui fonde le rapport le plus immédiat entre le citoyen et la justice? Qui peut imaginer ça? En tout cas pas nous. Et ce que nous voulons faire dans ce texte, c'est vraiment rapprocher la justice du justiciable. Parce qu'il y a ce mot de fusion. Il y a beaucoup de Français qui ont connu, par exemple, dans leur existence, des fusions entre des institutions, entre des entreprises. Il y a toujours une des deux entités qui prend le pas sur l'autre. C'est comme ça. Donc le tribunal de grande instance. Moi, ce qui m'importe, c'est le justiciable. Entre guillemets, le tribunal d'instance. Non, pas du tout. Vous savez, on ne fait pas disparaître. Nom d'ailleurs. Pas du tout. Il ne change. Mais non, il ne changera pas de nom. Il s'appellera tribunal d'instance. Il y aura toujours le mot tribunal d'instance. Administrativement, ce sera une chambre détachée qui s'appellera tribunal d'instance. Ça ne change rien. C'est ça qui crée les fantasmes. Mais non, ça les crée si on les suscite. Mais cela ne change rien. Cela ne change rien pour le justiciable. Madame Martichoux, pour moi, il est tout à fait essentiel que l'accueil du justiciable soit assuré partout, et il le sera mieux qu'il n'est aujourd'hui. Parce qu'il y aura parce qu'il y aura plus de personnel dédié à l'accueil du justiciable. Deuxièmement, ces contentieux que vous appelez petits contentieux qui n'ont rien de petit, qui sont très importants, absolument, qui sont ceux du quotidien. Ils ne vont pas disparaître par enchantement. Non. Il y aura toujours des juges pour les juger et ils seront aux mêmes endroits. Alors une autre question d'ailleurs qui inquiète. Et là, vous l'avez confirmé, il n'y aura plus de juges spécialisés. Ces fameux juges, ces juges qui, par exemple, ont l'expertise de ces litiges du quotidien. Vous dites qu'il n'y aura plus de juges spécialisés.
Il n'y aura plus de statut qui correspondra à cela. Mais les juges qui jugent ces contentieux-là, ils vont bien entendu demeurer. Je vous l'ai dit, ce type de contentieux demeure. Les personnes qui seront chargées de les juger demeurent. Ils demeureront dans les mêmes lieux. Lorsque ce sera au sein d'un tribunal de grande instance dans une ville moyenne où il y a un tribunal de grande instance, rien n'interdira de créer par exemple une chambre de la vulnérabilité qui prendra en charge ce type de contentieux. Il y a beaucoup de points qui fâchent dans ce projet de loi qui arrive en Conseil des ministres. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. J'entends les critiques, il y a plusieurs. Évidemment. Il y avait encore une journée morte en la justice il y a une semaine. Le 11 mars, absolument. Ouais, je ne suis pas autiste et j'entends parfaitement ce qui se passe partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a également... Parce que cette réforme est née d'une large consultation, il y a des soutiens à ces projets. Il y a des soutiens. On verra si pendant la discussion parlementaire ce sera le cas, puisque le texte, d'ailleurs, pourra être amendé encore. Vous n'êtes pas hostile à ce qu'il y ait des bougées entre guillemets sur le texte. C'est la démocratie. C'est le propos même du débat parlementaire. 2 questions rapides, Madame Belloubet. D'abord, une djihadiste française a été jugée en Irak et condamnée à la perpétuité lors d'une audience qui a duré 20 minutes cette semaine. Est-ce que vous estimez que c'est un fonctionnement judiciaire normal pour cette Française? Est-ce que est-ce que c'est pas une justice expéditive qu'a subie cette Française en Irak? J'ai déjà eu l'occasion de dire que la France était, dans ces situations-là, reconnaissait évidemment la souveraineté de l'État et donc sa capacité à juger dans les lieux où les attentats ou les infractions ont été commises. La manière dont le procès s'est déroulé est à prendre en compte, bien évidemment. Pour le moment, la France respecte cette capacité à juger de l'État. Elle va purger sa peine de perpétuité en Irak? Pour le moment, il n'est pas question d'autre chose. Il n'est pas question qu'elle soit rapatriée dans les prisons françaises. Pour le moment, il n'est pas question d'autre chose. Pour le moment. Oui, pour le moment, il n'est pas question d'autre chose. Je crois qu'elle veut faire appel, il me semble que j'ai entendu cela. Elle veut faire appel. Encore une dernière question. Le nouveau palais de justice de Paris a été inauguré en grande pompe cette semaine. Lundi, première comparaison. Il n'a pas encore été inauguré. Non, il est entré en fonctionnement. Voilà, il est en fonctionnement. J'espère que le président de la République... Première comparution justement immédiate la semaine prochaine. Les avocats menacent de bloquer les audiences parce qu'il y a des box vitrées pour les justiciables, pour les accusés, pour les audiences correctionnelles. Est-ce que vous allez demander au tribunal de faire en sorte que les avocats puissent mieux communiquer avec leur Écoutez, ma position est connue puisque je crois que il y a un communiqué de presse qui est paru il y a quelques jours là-dessus. Je pense que le garde des Sceaux doit à la fois être garant du fonctionnement de la justice et donc évidemment des droits de la défense, du respect de la personne et en même temps de la sécurité et des magistrats et des prévenus et du public. Donc il me semble que dans certaines hypothèses, les box vitrées se justifient. Je pense au procès terroriste, je pense au crime organisé, etc. Dans d'autres hypothèses, cela ne me semble pas nécessaire. C'est le cas, me semble-t-il, pour la plupart des comparutions immédiates. Et donc j'ai demandé à la direction des services judiciaires de procéder soit à des aménagements lorsque cela paraissait possible, sous la responsabilité des chefs de juridiction, soit à des suppressions, car il me semble que dans certains cas, cela n'est pas utile. Donc peut-être suppression de ces box vitrées en correctionnel. C'est une question de proportion. Merci Madame Belloubet d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. À propos de sa réforme de la justice, aucun tribunal ne sera supprimé, vient de nous dire Nicole Belloubet, et le justiciable sera mieux accueilli et pris en charge. Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site rtl.fr et à suivre dans un petit instant Cyprien Sini. RTL Matin, 7h57. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. Très inattendu à 7h58. Vous parliez à l'instant avec la ministre de la Justice des incidents et des universités, des bloqueurs. Eh bien, pour évoquer ce qui occupe les facs, Marine Le Pen a trouvé sa formule choc. Car pour elle, ce ne sont pas les étudiants qui sont à l'origine des blocages. Elle y voit plutôt la main de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et elle n'y est pas allée de main morte hier sur la chaîne parlementaire. Écoutez-moi ça. Les étudiants n'occupent pas les universités. La France Insoumise, accompagnée de ses punks à chiens traditionnels, tous les crasseux qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes, les marginaux, ce sont eux qui occupent les universités. Et c'est pas exactement la même chose. Ce concept de punk à chien activiste qui visiblement lui plaît bien puisqu'elle avait déjà testé avant-hier sur BFM.
Je vais pas soutenir les ZAD qui sont en train de se mettre en place dans les facultés. Et on y retrouve les mêmes punks à chiens que Notre-Dame-des-Landes. Mais la vraie info dans cette affaire, c'est qu'apparemment Jean-Luc Mélenchon préfère les chats, car il a répondu à Marine Le Pen par un message sur Twitter que je vous cite comme ça. Madame Le Pen, vous faites erreur. Nous, c'est les punks à chats. On est raffinés. Le F et le I de raffiné en majuscule, faisant référence à la France Insoumise, évidemment. Cyprien Signy, Marina Giraudot, notre météo. Ce sera du beau temps, patiente un petit peu si vous êtes sur les zones qui s'étendent de la Bretagne jusqu'aux côtes de la Manche et aux côtes du Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il y a quelques brumes et brouillards. Bon, généralement ça va se dissiper. Il n'est pas exclu que très localement ça persiste, mais globalement ça va se dissiper comme les autres régions. Eh bien, il fera beau aujourd'hui, du beau et de la chaleur encore une fois, à température entre 21 et 29 degrés cet après-midi, un peu comme hier, avec toujours un risque d'avalanche forte sur le nord des Alpes, surtout sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis en montagne, en fin de journée, on peut avoir une petite averse très localement sur le Massif central et les Pyrénées. Marina Giraudot. Les gentlemen du déménagement, réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises. Gentlemen du déménagement. RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, bien entendu, évacuation express à la fac de Tolbiac. Les forces de l'ordre ont délogé une centaine de manifestants ce matin. Dans le calme, la vie universitaire doit reprendre son cours, dit le gouvernement. Ce matin, nous serons sur place. Matignon dit non, le Premier ministre ne discutera pas avec les syndicats de la SNCF qui ne veulent plus parler à la ministre des Transports. Aucun tribunal ne sera supprimé, vient de dire la garde des Sceaux. Nicole Belloubet présente aujourd'hui sa loi de programmation de la justice, mais inquiétude sur le terrain, nous serons à Hasbrook. Du nouveau sur les routes, l'arrivée des premiers radars opérés par des sociétés privées, des civils dans des voitures banalisées vont mesurer les excès de vitesse. Des révélations sur le bug des tout nouveaux missiles de la marine française, ils ont bien failli ne pas décoller la semaine dernière pour leur première utilisation lors de l'opération en Syrie. Et puis 50% de produits bio à la cantine dès 2020, la mesure a été adoptée en commission à l'Assemblée hier, mais nos agriculteurs seront-ils prêts? Ce sera la question du 8h. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les facultés encore occupées, l'autorité de l'État est-elle remise en cause par tous ces mouvements? Nous en débattrons à 8h20 avec Alain Duhamel et Nicolas Demenac. Ce sera notre grand débat du vendredi matin. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. 4 semaines de blocage et une petite heure à peine pour évacuer le site de Tolbiac, l'un des principaux foyers de la contestation étudiante dans le 13e arrondissement de Paris, paralysé depuis le 26 mars. Les forces de l'ordre sont donc intervenues au petit matin. Opération suivie pour RTL par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour. Les autorités ont très vite annoncé la fin de l'intervention, mais est-ce que tout est vraiment rentré dans l'ordre ? Écoutez, tout est calme à l'heure où on parle. Les policiers sont là, ils bloquent la rue, ils bloquent l'entrée de la fac, évidemment. Et puis il y a encore une trentaine d'étudiants à peu près autour qui restent assis dans le calme. Ils racontent pour certains ce qui s'est passé cette nuit. La plupart dormaient en fait. C'est le cas par exemple de Marie. À 5h du matin, ils sont passés par une petite porte à l'arrière. Très vite, ils ont envahi la fac. Nous, on était une quarantaine, je dirais, sur place. Et la plupart dormaient. Certains et certaines d'entre nous qui ont des bleus à cause des coups de matraque. Enfin, c'est nous intimider et nous faire peur. Et on le sait. Après, il n'y a pas eu vraiment de personnes qui ont complètement paniqué ou des choses comme ça, quoi. Alors ils s'attendaient à une intervention, ils le disent. Pour autant, personne ne s'était préparé à résister. Il y a eu quelques jets de bouteilles au tout début, mais comme l'explique Alexandre, ils n'ont pas pu faire face à 200 policiers. Déjà, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des Hulk. Là, le coup de force, c'est prendre le point zéro. C'est Tolbiac, en fait, qui a réussi à maintenir la fac et donc, du coup, attirer l'attention. Et donc, c'est pas un coup de force dans un lieu, aussi symbolique soit-il, qui va arrêter le mouvement social. Après, on verra ce que ça va donner. Là, ils ont réussi le coup de bâton. Vous l'entendez, la suite du mouvement, certains commencent à peine à l'évoquer, mais pour l'heure, vraiment, c'est encore sous le coup de l'émotion après cette opération express d'évacuation qui s'est déroulée dans la nuit. Merci Olivier Bois. Et alors, le préfet de police de Paris, qui a supervisé cette opération, vient de donner des détails à Yann Boucherie pour RTL. Selon Michel Delpuech, il était temps d'intervenir. Si vous voulez, chaque jour qui passait rendait la situation de plus en plus difficile et insoutenable dans la durée. Et donc, il convenait de mettre fin à ce désordre. Je veux dire aussi que tout s'est passé calmement. On a pu entendre ici ou là des témoignages qui ne reflètent absolument pas la réalité. Beaucoup de maîtrise, aucun inconvénient, et on tient les images à disposition. Il y a eu à l'extérieur du site des dégradations, des débordements qui ne sont pas acceptables. Quand on voit des vitrines brisées de certains commerces,
ça n'a rien à voir, me semble-t-il, avec ce que doit être la réflexion sur l'avenir de l'université. Voilà, le préfet de police de Paris, la vie universitaire doit reprendre son cours, a dit tout à l'heure la ministre de l'Enseignement supérieur. Et à l'instant, la toute première réaction de la présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, Lila Lebas, au micro d'Alice Moreno. Heureusement que ça s'est passé plutôt dans le calme, que cette intervention elle est quand même particulièrement inadmissible. Encore une fois, on a un gouvernement qui fait le choix de réagir par la répression, par la force, en évacuant des étudiants qui occupent et qui bloquent une université pour porter des revendications. Et au lieu d'écouter leurs revendications, le gouvernement, après une mobilisation et une manifestation qui a réuni plusieurs milliers de jeunes, fait le choix d'envoyer les forces de l'ordre à l'université. C'est quand même particulièrement grave. Et voilà, donc Lila Lebas, la présidente de l'UNEF. Tolbiac évacué, il reste 3 universités toujours paralysées et une dizaine d'autres sites bloqués un peu partout en France. Et sur le dossier de la SNCF également, le gouvernement affiche sa fermeté. La grève vient de prendre fin. Prochain épisode à partir de dimanche soir et jusqu'à mercredi matin. Hier, les syndicats ont claqué la porte de la concertation. Ils veulent court-circuiter la ministre des Transports. La CGT, mais aussi les plus modérés comme la CFDT et l'UNSA, reprochent à l'exécutif d'avoir annoncé la fin des embauches sous le statut de cheminot à partir de 2020. Annonce sans concertation selon eux. Bonjour Christophe Ponzio. Bonjour. Les syndicats veulent parler directement au Premier ministre. La réponse est tombée hier soir, c'est non. Non, pas question de négocier à Matignon. Le faire, ce serait désavouer la ministre des Transports, confie un conseiller d'Édouard Philippe, alors qu'elle a toute sa confiance. Pour le gouvernement, cette suspension des discussions annoncée par l'intersyndicale des cheminots, c'est donc une posture à une semaine de la fin de la concertation. De leur côté, CGT, UNSA, FO et CFDT déplorent dans un courrier commun des discussions stériles avec la ministre Elisabeth Borne et continuent de demander à parler avec ceux qui ont les cartes en main. Autrement dit, chacun se renvoie la balle. Alors c'est bientôt la fin de la concertation, certes, mais ceci dit, il restait encore beaucoup de choses à discuter. C'est vrai, reste sur la table ce que contiendra le sac à dos social des cheminots aujourd'hui au statut. Quels acquis sociaux, quels avantages garderont-ils s'ils sont transférés chez un opérateur privé après l'ouverture à la concurrence? À négocier aussi la convention collective de branche, les droits qui couvriront les nouveaux cheminots contractuels et l'ensemble du secteur ferroviaire. Et puis enfin, quel montant de la dette de la SNCF sera repris par l'État, tout ou partie des 46 milliards d'euros. Les négociations doivent se poursuivre, mais ce matin, on ne sait pas vraiment comment. Merci Christophe Ponzio. La grogne sociale ne nuit pas à la popularité d'Emmanuel Macron. Elle est en hausse de 3 points dans notre baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune. 43% de bonnes opinions. Forte hausse chez les salariés du privé qui sont 53% à soutenir le chef de l'État. Mais l'écart se creuse avec les fonctionnaires. Ils ne sont que 30% à approuver l'action de l'exécutif. L'état de santé de Jonathan Daval inquiète ses avocats. Le meurtrier d'Alexia a été admis en psychiatrie à la fin du mois dernier. Il est surveillé 24 heures sur 24. Il n'a pu être interrogé qu'une seule fois par le juge d'instruction depuis ses aveux le 30 janvier dernier. Elle était l'invitée d'RTL et d'Elisabeth Martichaud il y a quelques instants. Nicole Belloubet présente sa grande réforme de la justice ce matin en Conseil des ministres. Un texte qui a déjà fait descendre avocats et magistrats dans la rue à plusieurs reprises. Quelques points, il sera possible à l'avenir de porter plainte sur Internet. Une nouvelle juridiction va être expérimentée, un tribunal criminel pour les actes les plus graves afin d'accélérer le traitement de ces affaires. Mais ce qui suscite la grogne, c'est une fois de plus la réforme de la carte judiciaire. Aucun tribunal ne sera supprimé, a assuré Nicole Belloubet il y a quelques instants sur RTL. Cela dit, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le terrain, comme par exemple à Hasbrook dans le Nord. C'est un reportage RTL de Franck Hanson. Oui, derrière la Grand Place, dans le palais de justice hasbrouckois, on ne traite plus que les dossiers d'endettement, petits conflits de voisinage ou injonction d'impayés. Un tribunal d'instance qui garde toute son utilité pour maître Henri-François Catoire. Si on perd le tribunal d'instance sur Hasbrook, on se retrouvera avec ce qui est en tout cas envisagé au niveau du projet de loi, c'est des chambres détachées. On ne sait pas s'il y a un juge sur place, on n'a aucune idée des délais dans lesquels la justice sera rendue. Actuellement, le tribunal d'instance tourne très bien. On a des audiences où le juge écoute les avocats et il écoute les justiciables, ce qu'on n'aura pas si c'est supprimé demain. Malgré les assurances de la députée En Marche du secteur, les élus des Flandres restent inquiets. Bernard Debacker, le maire, pense surtout à ses administrés. Il est important de défendre ce tribunal parce qu'il gère les petites affaires au quotidien. Et puis il y a toute l'attractivité autour, le côté économique des choses. Pour nos concitoyens, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller sur l'île et déjà même voir sur Dunkerque. Ça serait un service public au moins. On a l'impression que les petits territoires sont délaissés. Et depuis que les affaires correctionnelles ont été centralisées à Dunkerque, les délais d'attente ont été rallongés de plusieurs mois. Franck Hanson à Hasbrook pour RTL. Ce communiqué surprenant ce matin de l'ETA, l'organisation clandestine basque, reconnaît le mal qu'elle a
causé pendant sa lutte armée pour l'indépendance du Pays Basque. Nous avons causé beaucoup de douleurs et de dommages irréparables. Puis 800 personnes en plusieurs décennies sont mortes sous l'action de l'ETA et sa lutte contre l'État espagnol. Dans quelques minutes, Michel Simès nous parle d'un grand missionnel comme vous. RTL 8h10, la suite du journal. Jérôme Chapuis, Yves Calvi. Une nouvelle arme redoutable pour lutter contre les excès de vitesse. Les radars privés entrent en action ce week-end. C'est une journée orange sur les routes avec les départs en vacances. Et si vous rentrez en début de semaine prochaine, en passant dans le secteur d'Évreux, en Normandie, vous risquez de croiser l'une de ces voitures, un véhicule banalisé conduit par l'employé d'une société privée. C'est ce qui est nouveau. Bonjour Florian Martin. Bonjour. Le risque de se faire prendre sera beaucoup plus élevé. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour l'instant, les radars embarqués dans des véhicules conduits par les forces de l'ordre flashent en moyenne 1h13 par jour. Avec les sociétés privées, on passe à une autre dimension. Ces nouvelles machines à cache, comme certains les surnomment déjà, sont capables de flasher 8 heures de suite. Il faut dire qu'à l'intérieur, c'est un peu rencontre du troisième type. Il y a des capteurs dans tous les sens, c'est autonome. Un robot est même chargé d'estimer votre vitesse. Bref, le nombre de flashs pourrait passer de 2 à 12 millions. Et pour les plus malins d'entre nous qui s'amusaient encore à remonter à hauteur d'un véhicule suspect pour repérer l'uniforme du gendarme au volant afin d'éviter l'amende, eh bien c'est loupé. Qui dit société privée dit tenue civile. Il n'y a aucun moyen de les reconnaître sur les routes. Florian Martin, c'est le début ce soir des congés de la zone B, mais attention, pas pour tout le monde. Dans 5 académies, le départ a été décalé après l'école mercredi prochain, le 25. Ça concerne Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes et Rouen, afin d'inclure la semaine du 8 mai et du jeudi de l'Ascension pour éviter que les élèves ne fassent l'école buissonnière. Des écoles qui se mettront bientôt au vert, nos enfants mangeront plus souvent bio à la cantine. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, 50% de produits bio et de produits locaux dans les cantines scolaires. Le projet a été adopté hier en commission à l'Assemblée. Il sera débattu en juin. Alors ce sont de très bonnes intentions, mais est-ce vraiment réalisable? C'est la question du 8h. Et c'est avec vous Virginie Garin, bonjour. Bonjour. C'est ambitieux l'objectif de 2020, mais est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible, il y a beaucoup de villes qui le font déjà. À Grenoble, ils sont déjà à 50%. Dans les cantines du 2e arrondissement à Paris, c'est même 96% de bio, label ou de produits locaux. Donc tout n'est pas forcément bio, mais les aliments viennent de la région d'Île-de-France et donc n'ont pas fait 1000 km en camion. Mais c'est hors de prix, non? Alors plus cher, oui. En moyenne, un repas dans une cantine coûte 1,50 € au budget municipal. Le bio, c'est plutôt 2 €. Donc le coût est supérieur de 25%, mais dans les communes qui l'ont mise en place, il y a des efforts pour lutter contre le gaspillage. Des portions plus petites, les cuisiniers sont formés pour moins jeter à la poubelle, on sensibilise les enfants, et avec ces économies, une trentaine de centimes par repas, eh bien on essaye de financer le surcoût des denrées, et puis surtout ces communes ont fait un choix politique, consacré un peu plus pour garantir aux enfants une alimentation plus saine. On entend beaucoup de maires grogner, ils disent que ça va être difficile, c'est bien beau, mais il va falloir les trouver, ces produits bio. Ça c'est le vrai problème, il faut que les agriculteurs français en produisent suffisamment. Si c'est pour importer des poulets ou des carottes bio d'Amérique du Sud, ça n'a rien d'écologique. Donc le gouvernement affirme qu'il va aider les agriculteurs à se convertir. Et les agriculteurs, justement, eux disent que les aides ne vont pas suffire. Et voilà, aujourd'hui le bio représente 6% de la surface agricole en France. Alors les députés en commission ont adopté aussi l'objectif de 15% dans 5 ans, très bien, mais il va falloir des aides. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent se convertir. Sans budget supplémentaire, disent les syndicats, le bio dans les cantines sera du bio importé. La question du 8h avec Virginie Garin. RTL 8h13. Une semaine après les frappes en Syrie, voilà qu'on apprend que les missiles ont bien failli ne jamais décoller. La ministre des Armées sera cet après-midi à Toulon. Florence Parly vient saluer les équipages des bateaux français qui ont participé à l'opération. Elle demandera sûrement des explications sur cet invraisemblable couac. Bonjour Pierre Julien. Bonjour. C'est un tout nouveau modèle de missile qu'utilise l'armée française. Et pourtant, il a fallu s'y reprendre à 3 fois pour les faire décoller. En effet, il y avait 3 frégates multimissions françaises déployées en Méditerranée orientale, très au large de la Syrie, l'Aquitaine, l'Auvergne et le Languedoc. À l'heure exacte prévue pour la première séquence de tir, il y a eu un gros bug qui a empêché le départ des tout nouveaux missiles de croisière navale sur le bateau désigné pour ouvrir le feu. Même problème sur le 2e bâtiment, c'est donc à la 3e frégate, celle de réserve, le Languedoc, épargnée par la panne, qu'a été réservé l'honneur de devenir la première unité de la Marine nationale à lancer cet armement. 3
3 engins d'une portée de 1000 km à la précision métrique et comme le temps s'était écoulé, il n'a pas été possible de tirer une seconde salve, le créneau étant dépassé. Marins et spécialistes de Naval Group et ceux de MBDA, concepteurs du missile, sont bien sûr en train d'analyser l'origine des incidents. Au fait, le prix de ce type d'arme est d'environ 2 800 000 € l'unité. Oui, à ce prix-là, effectivement, la moindre des choses, ce serait qu'il décolle. C'était Pierre Julien. Le football, peut-être va-t-on déboucher le champagne ce soir à Reims, puisque le leader de la Ligue 2 peut s'assurer la montée dans l'élite à condition de battre l'AC Ajaccio. Le mythique stade de Reims a toutes les cartes en main. Il a quitté la Ligue 1 il y a 2 ans. Et puis il y a ce soir 2 matchs avancés de la 34e journée de Ligue 1. Le derby du Grand Ouest Nantes-Rennes pour les 75 ans du FC Nantes à 19h30. Et puis à 21h, il y aura Dijon qui reçoit Lyon. On termine avec l'histoire du jour. La musique adoucit les mœurs et conserve aussi le destin extraordinaire d'une pianiste qui est âgée de 104 ans, qui s'apprête à sortir un album, son 4e album, 4e d'une très longue carrière. Arnaud Touche l'a rencontré pour RTL. Dans son appartement, avec vue sur Seine, Colette Maz s'installe devant son piano à queue qu'elle a reçu pour ses 18 ans, l'occasion de parler de son histoire. Je suis née le 16 juin 14. Moi, je ne sais plus calculer, alors faites le calcul. Colette aura donc 104 ans le 16 juin prochain, avec une vie entière dédiée à la musique et qui a commencé à l'âge de 4 ans. Au lieu de jouer à la poupée, j'ai horreur, eh bien, je jouais du piano déjà. Entourée de ces 3 instruments, c'est l'artiste qui parle. Elle, qui a été professeure de piano, a désormais ses préférences. Ne me demandez pas Monsieur Beethoven. Pourquoi ? Non, c'est pas mon truc. Hein. Son truc à elle, c'est Debussy. Elle connaît presque toutes ses œuvres par cœur. Et après toutes ces années... Vous avez encore des choses à apprendre aujourd'hui au piano ? Tout. Je sais rien. Faut pas croire que je sais quelque chose. L'humilité de cette centenaire pousse au respect, d'autant plus qu'elle n'a rien perdu de son agilité quand elle effleure les touches noires et blanches et s'amuse même de la formation des jeunes pianistes. Ils savent pas ce que c'est que d'être décontracté. Et nous, entre chaque note, on devrait être décontracté pour préparer la suivante, comme la vie peut-être. Et c'est donc en toute décontraction que Colette Maz joue presque 4 heures par jour encore les classiques de Debussy. Quel merveilleux reportage d'Arnaud Touche et quel personnage incroyable. 103 ans. Extraordinaire, on frissonne. On a passé un excellent moment. Merci beaucoup, Jérôme Florin. Qu'est-ce que j'entends? Que reste-t-il de nos amours, là, hein? Mais oui. C'était le journal de Jérôme Florin. Allez tester gratuitement votre vue chez votre opticien Atoll. Vous verrez, ce sera plus clair. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous donnez un peu d'écho au travail de plusieurs chercheurs qui se sont demandé pour quelles raisons le fait d'écouter de la musique pouvait nous donner des frissons. Oui, vous savez, je suis fasciné, comme tout le monde, par le cerveau et son fonctionnement. Oui. Et il faut reconnaître que l'époque est d'autant plus passionnante que sur le sujet, les recherches sont prolifiques. On en apprend régulièrement un peu plus sur cet organe phare qui est au carrefour de toutes nos émotions et collecte les informations transmises par nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, je le rappelle au cas où, avant d'ordonner au corps de réagir de telle ou telle manière. Alors, que la musique puisse faire frissonner, ça, on l'avait remarqué. Mais encore fallait-il expliquer par quel tour de passe-passe le pénitencier de Johnny, l'Hôtel California d'Eagles, le concerto pour piano numéro 20 de Mozart ou je ne sais quoi d'autre, parviennent à vous hérisser les poils. Et bien justement, alors comment ça se passe du côté de nos neurones? Eh bien pour le savoir, il a fallu recourir à l'imagerie cérébrale et avoir surtout une bonne playlist. On s'est aperçu que l'écoute de certains morceaux de musique se traduisait par la libération de dopamine dans le cerveau. La dopamine, je le rappelle, c'est l'hormone du plaisir. Quand elle est là, il y a une sorte de système de récompense qui est activé. Le cerveau est content et du coup, que fait-il? Il envoie des messages nerveux qui se traduisent par la contraction des petits muscles situés sous la peau et vous frissonnez. Mais la curiosité des chercheurs ne s'arrête pas là. Ah bon? Quel genre de questions se sont-ils encore posées? Ce qui les turlupinait, c'est que la musique puisse provoquer la sécrétion de dopamine alors que la musique n'est pas indispensable à notre survie. Normalement, la dopamine et l'activation de notre système de récompense sont en rapport avec des choses autrement plus importantes pour notre espèce, comme le fait de se nourrir, d'avoir des relations sexuelles destinées à procréer. Tandis que la musique, si demain il y a une panne de son, on n'en mourra pas. Et les chercheurs ont trouvé une explication? Non, pas encore. Soit c'est un hasard, soit c'est autre chose, et cette autre chose, ce pourrait être que la musique, bien avant l'apparition du langage, a eu un rôle déterminant dans la reproduction. Mais c'est là une simple hypothèse qui, soit dit en passant, ne résiste pas aux personnes
anédoniques. Ouh là là, calmez-vous. Alors, année quoi? Comment dites-vous les personnes anédoniques? Alors oui, les anédoniques musicaux sont des gens qui ne ressentent rien lorsqu'ils écoutent de la musique. La science estime qu'ils représentent entre 3 et 5% de l'espèce humaine. Ce qui leur arrive est sans doute dû à un problème de connectivité cérébrale. Le courant passe mal entre le cortex auditif et ce fameux système de récompense. Alors c'est dommage, parce qu'ils passent à côté de quelque chose, mais en fait, c'est pas grave parce qu'ils le savent pas. Merci beaucoup, Michel. À lundi. À lundi. L'autorité de l'État est remise en question aujourd'hui. Tolbiac évacué, Notre-Dame-des-Landes dans l'impasse. Wauquiez et Mélenchon font feu de tout bois. La majorité doit donc répondre. Nous en débattons dans un instant avec Alain Duhamel et Nicolas Domenac. C'est notre débat d'éditorialiste du vendredi matin. À tout de suite, restez avec nous. RTL 8h21. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h22, bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous. Donc depuis depuis le 26 mars, le site de la faculté de Tolbiac a ce matin été évacué. Son président en avait fait la demande à de nombreuses reprises. Il était temps, Alain Duhamel? Oui, vous savez que on prétendait à tort ou à raison que ce serait une évacuation très difficile parce qu'il s'agissait d'une tour. Apparemment, ça s'est passé sans trop de difficultés. Non. Moi, je dirais que ce qui apparaît dans cette phase-là dans les universités, c'est-à-dire une demande de vote électronique de l'ensemble des étudiants plutôt que des assemblées générales de 100 ou 150 militants, ça me paraît une bonne évolution, ça. Alors, Nicolas Domenac. C'était un peu écrit, c'était écrit dans l'échec de la contagion du mouvement, échec de la contagion vers les lycées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser les lycéens, que du côté social, il n'y a pas eu de réussite de la contagion non plus, donc le mouvement, à part quelques essaimages dans certaines universités, il n'a pas réussi à prendre vraiment, même s'il s'est passé des choses. Vous pensez quoi, que le mouvement étudiant est un échec? Je pense qu'il est relativement un échec. Pour autant, je ne le maîtrise pas comme le font certains éditorialistes qui parlent de traîne savate de la rébellion, de carterons, d'étudiants attardés. Je trouve que cette humiliation est malvenue parce que ces gens-là, toutes les générations ont connu comme ça des rites de passage. Certains sont devenus des hommes politiques plus que respectables. Manuel Valls, il a fait ses études tourmentées aussi à Tolbiac. Bon, voilà, c'est des façons d'être dans la société aussi. Donc ne piétinons pas ces gens-là. Ils n'ont pas réussi leur aventure, mais elle n'est pas pour autant totalement méprisable. On dirait, pardonnez-moi Alain Duhamel, mais au moment où nous parlons, on dirait que tout est évacué. C'est pas le cas du tout. Ils ont réussi à bloquer maintenant Sciences Po, dont on sait avec des pancartes, excusez-moi, refusant la sélection. Oui. Donc à Sciences Po, c'est intéressant comme débat. On pourrait faire un plan de parti là-dessus. Je suis d'accord avec voilà. Un endroit où il y a un étudiant sur 10 qui est pris et qui est contre la sélection, il y a quelque chose là, effectivement, d'un peu bizarre. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même des points de fixation qui sont quelquefois très violents, comme à Toulouse, par exemple, comme il y a eu à Montpellier. Qui sont toujours les mêmes. Là, il doit y avoir aussi des problèmes locaux à essayer d'affronter. Il y a des endroits où, d'extrême droite d'un côté ou d'extrême gauche de l'autre, ou pour d'autres raisons encore, il y a une espèce de tradition locale d'affrontement. Dans ces cas-là, il faut des présidents d'université, disons, de bonne qualité. Mais Alain, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a des points de fixation, mais historiquement, parce qu'il y a une tradition de rébellion dans ces universités, mais aussi parce qu'elles correspondent à des filières qui sont toujours un peu en difficulté, si je veux dire, les sciences humaines, où les étudiants qui sont là, ils vont parce qu'il y a une passion quand même d'étudier aussi, mais parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à trouver des boulots, bien payés ensuite de surcroît, encore plus difficile. Donc voilà, c'est là où est le paradoxe complet. C'est que la réforme elle-même est un progrès. La réforme qui est proposée, c'est infiniment plus rationnel d'essayer d'orienter et d'accompagner les gens que de les tirer au sort. Comment est-ce qu'on peut raisonnablement penser le contraire? Et je vais un petit peu plus loin, Nicolas Domenac, c'est quelle logique dans le fait de bloquer les universités où ce sont justement les enfants de milieux modestes qui ont réussi à faire des efforts grâce à leurs parents qui se retrouvent à vouloir faire leurs études et passer des examens pour se projeter dans l'avenir de leur vie. Mais c'est parce qu'il y a quand même dans ce pays un rêve, au fond, de non-sélection, mais qui se retourne en son contraire, je vous le concède. Ce qui fait que quand il n'y a pas de sélection, c'est une sélection sociale qui, à l'arrivée, fait tomber la guillotine. Oui, en deux mots, je crois que il y a deux choses. Il y a d'une part l'égalitarisme français. On rêve tout le monde agrégé.
Si quelqu'un est agrégé, tout le monde agrégé. Et le romantisme de Nicolas Domenach. Et oui, mais il en faut, Alain Duhamel, qui a son rêve inassouvi. Exactement. Et on retrouve de débat en débat. Une forme d'égalitarisme à la française qu'il assume. Alors, tout ça nous ramène quand même à la question initiale qui est celle du respect ou non de l'autorité de l'État. Ce matin, on a une opération policière qui a été menée visiblement avec doigté et efficacité. Il semble visiblement non plus qu'il n'y ait pas eu beaucoup de résistance de la part des jeunes étudiants qui étaient installés sur place. On l'a entendu dans les éléments que nous avons diffusés sur l'antenne d'RTL. On entend le président de la République nous parler beaucoup et avec beaucoup d'autorité, justement, de l'autorité de l'État. Ce matin, le ministre de l'Intérieur expliquait que partout l'état de droit serait rétabli. C'est pas du tout le cas, ni dans l'ensemble de nos facultés, ni à Notre-Dame-des-Landes. Il y a une panne ? Non, je crois qu'il y a un décalage entre le ton et, dans certains domaines, le comportement du gouvernement, qui est de tempérament, disons, déterminé. Certains diront autoritaire. Et puis d'autre part, le fait qu'il y a des points de fixation qui sont difficiles à gérer, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est bien gentil de dire il faut évacuer, bien sûr qu'il faut évacuer, bien sûr que tout le monde doit pouvoir circuler, et bien sûr qu'il n'y a pas de raison d'occuper des terrains illégalement si on n'a pas effectivement un dossier et un objectif pour présenter. Hier sur notre antenne, même José Bové demandait aux zadistes de revenir à la table de négociation. Bien sûr, mais de même que aujourd'hui, on est tenté de dire alors quand est-ce que l'État se fera respecter à Notre-Dame-des-Landes, de même si au moment de l'évacuation il y a malheureusement un gendarme ou un manifestant qui se fait tuer, en 24 heures tout le monde dira quel gouvernement de brute. On le sait que c'est compliqué. L'évacuation, surtout de quelque chose comme Notre-Dame-des-Landes, qui dure depuis des années, qui est devenu un symbole à tort ou à raison, hein. C'est pas forcément un symbole positif, mais enfin c'est devenu un symbole. Et évidemment, c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut effectivement être intraitable sur un point qui est ceux qui ont l'intention ou la prétention de rester, il faut qu'ils aient un vrai projet personnel qui tienne le coup. Autrement, il n'y a pas de raison. Ça veut donc dire quand même que d'une certaine façon, le gouvernement se laisse intimider. À ce même micro, dans ce studio la semaine dernière sur RTL, le député La France Insoumise, Alexis Corbière, nous disait après Chirac matraque, maintenant c'est Macron baston. Oui, mais ça, c'est de la caricature infantile, ça. Oui, mais ce sont des slogans qui restent dans l'oreille. Oui, mais ça n'empêche pas l'autre. Non, j'entends bien. Ce sont des mots. On voit bien que Emmanuel Macron a réussi quelque chose quand même, et c'était son objectif, c'est de rétablir l'autorité présidentielle, la verticalité, la détermination qui agrégerait l'opinion autour de lui. D'ailleurs, ça marche si on en croit les enquêtes d'opinion sur ce point, puisque plus de 70% lui reconnaissent une autorité, alors qu'ils étaient vers 14% environ pour François Hollande précédemment. Donc il y a quand même là une démarche autoritaire qui se concrétise, qui se dessine. C'est vrai qu'on comprend pas très bien du coup pourquoi dans Notre-Dame-des-Landes ils arrivent pas mais Alain Duhamel l'a dit, il y a quand même des risques d'accident. Mais moi je dirais quand même faites attention. Alors Alain Duhamel va dire que je suis encore trop romantique. Je veux dire parce que cette autorité a le risque aussi de l'autoritarisme. Autrement dit, s'il n'y a pas plus de respect pour les corps intermédiaires, pour les syndicats non plus aussi, je veux dire, cette façon de foncer tout droit pour imposer ces décisions, plus le fait que vous n'avez plus d'opposition institutionnelle quasiment, enfin, je veux dire, la gauche est complètement explosée, la droite est en train de connaître cette décrépitude aussi avancée avec un Laurent Wauquiez qui n'existe quasiment pas, enfin, ou pas au niveau qu'il espérait. Donc, vous avez, de fait, un pouvoir très fort et des poches de résistance qui se caricaturent elles-mêmes puisqu'elles n'ont pas de relais de force politique susceptibles d'incarner leurs idées. Alain Duhamel, et on va conclure. Non, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement un raidissement des oppositions. S'il y a ce raidissement des oppositions, c'est d'abord parce que dès qu'on est dans l'opposition, on se caricature. Hein. De gauche, de droite, du centre, l'opposition caricature. Bon, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a un fait nouveau qui n'existait pas, mais pas depuis un mandat présidentiel. Depuis 4 mandats présidentiels, il n'y avait plus une autorité assumée. Je dis bien assumée. Oui. Or, il y a une autorité assumée et ça perturbe. Et puis, on est dans une situation complètement nouvelle parce qu'on voit 2 extrémismes opposés et rivaux, et donc qui font aussi de la surenchère les uns par rapport aux autres. Quant à la droite, moi je dirais qu'il ne faut pas mesurer la droite à Laurent Wauquiez. Je pense que la droite a un potentiel beaucoup plus important que Laurent Wauquiez, et j'ai du mal à imaginer une droite classique qui en France serait inférieure à 25%, alors que j'ai du mal à imaginer un Wauquiez qui serait
même à 15%. Non, mais il faut, si je peux me permettre, juste un dernier mot, c'est qu'il faut prendre en compte un temps historique qu'on a connu autrefois, à savoir que les oppositions républicaines, la gauche comme la droite, ne se reconstitueront que sur le long terme. C'est pas dans les 6 mois ou dans 1 an, alors qu'elles ont eu cru, et Laurent Wauquiez en particulier, que par un coup de baguette magique, ils allaient revenir sur le devant de la scène. Elles ont besoin d'un quinquennat pour cicatriser. Voilà. Alain Duhamel, Nicolas Domenech, merci, mais je vous en prie. C'est Alain Duhamel qui a repris la liberté de reprendre la parole. Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, je suis juste. C'est pas une raison. C'est l'essentiel de l'actualité avec Yann Boucherie dans un instant. RTL, 8h30. Les essentiels de l'actualité, Yann Boucherie. La faculté parisienne de Tolbiac évacuée ce matin à l'aube. Il était un peu plus de 5 heures lorsque les forces de police ont pris possession des lieux qui étaient occupés depuis le 26 mars. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL. Les étudiants ont été délogés dans le calme. Oui, les CRS ont quitté la grande cour de Tolbiac il y a un petit peu plus d'1 heure. Ils stationnent maintenant à l'extérieur en nombre pour éviter toute tentative d'intrusion. Ils font face maintenant à une 50aine d'étudiants. Dans le calme, venus se rassembler à une 20aine de mètres de la grille à l'entrée. Ces étudiants ont les mines fatiguées, les visages tirés par l'agitation qu'ils ont vécue à l'aube. Assis sur le trottoir, certains d'entre eux se sont posés quelques pansements sur la peau et portent dans leurs bras leurs chaussures, des vêtements de rechange, des duvets. Dans la précipitation, beaucoup n'ont pas eu le temps de récupérer leurs affaires à l'intérieur et souhaitent maintenant les récupérer. Impossible pour le moment, il ne reste à l'intérieur de Tolbiac que les vigiles de l'université, quelques pompiers aussi, venus constater les dégâts dans l'établissement et dégager un minimum le matériel dégradé à l'entrée du bâtiment. Merci Vincent Serrano en direct de Tolbiac. La ministre de l'Enseignement supérieur a suivi le dossier de très près. Alice Moreno vient de joindre Frédéric Vidal pour RTL. C'était un très grand soulagement que les choses se passent comme elles se sont passées, avec beaucoup de calme, sans aucun blessé. D'abord du soulagement. Je crois que là, on était vraiment dans un lieu qui était extrêmement particulier, qui depuis plusieurs semaines était fermé, avec des cocktails Molotov et des engins incendiaires retrouvés à l'intérieur du site. C'était quand même un site qui était extrêmement particulier, où la violence était présente. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Le préfet de police, de son côté, a estimé que les forces de l'ordre feraient ce qu'il faut pour empêcher une nouvelle occupation dans les jours qui viennent. À Sciences Po Paris, la reprise de l'occupation a été décidée hier soir en soutien à la mobilisation dans les universités. Pourtant, 6400 étudiants se sont prononcés contre cette occupation par vote électronique. Autre réforme du gouvernement, le projet de loi de programmation pour la justice arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Il prévoit de rénover de fond en comble le système judiciaire. Invitée d'RTL ce matin, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a voulu lever les inquiétudes concernant la fusion des tribunaux. Aucun tribunal ne sera supprimé. Tous les tribunaux resteront. Ils accepteront les mêmes contentieux. J'irai même plus loin. Nous simplifions la procédure par ce texte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu où vous apporterez votre contentieux, votre conflit, il sera immédiatement redirigé vers le tribunal compétent. Cela ne change rien pour le justiciable. Pour moi, il est tout à fait essentiel que l'accueil du justiciable soit assuré partout, et il le sera mieux qu'il n'est aujourd'hui. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, ce matin sur RTL. L'une des mesures principales de la loi Asile et Immigration adoptée hier à l'Assemblée, les députés ont validé la réduction du délai pour déposer une demande d'asile de 120 jours, actuellement à 90 jours. Yann Boucherie, on passe à notre météo, Marina Giraudot. Toujours un avant-goût d'été qui persiste sur le pays. Le temps sera donc encore ensoleillé, toujours aussi chaud pour un mois d'avril. Généralement donc un ciel bleu, excepté quelques brumes matinales sur les côtes nord de la Bretagne et de la Manche. Des cumulus l'après-midi sur le Massif central et les Pyrénées, voire peut-être une averse en fin de journée. Et puis le risque d'avalanche toujours fort. Alors je vais vous donner les massifs où le risque d'avalanche est de 4 sur 5. Il s'agit du Mont-Blanc, le Beaufortin, Vanoise, Haute-Tarentaise, Maurienne, Haute-Maurienne. C'est à signaler en ces jours de vacances. Et puis pour les températures cet après-midi, vous aurez encore chaud cet après-midi. 29 degrés à Paris, Strasbourg, Limoges et Cognac. 28 à Orléans, à Lyon, à Bordeaux et à Lille. Il fera 27 à Rouen et Clermont-Ferrand. 26 à Toulouse et à Marseille. 23 à Brest et à Cherbourg et 21 à Ajaccio. Nous comptons sur votre présence juste avant 9h pour la météo AZ. Je serai là. À tout à l'heure. La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans Le Parisien et aussi sur RTL.fr. La curiosité du jour sur RTL.
Bonjour Sidonie Bonnec. Bonjour Yves Calvi. Vous nous emmenez ce matin à la découverte de la Corée du Nord où tout n'est qu'image. Oui, là-bas, pas question d'être coiffé comme vous, Yves, une fois les cheveux foufou façon saut du lit, ou une fois la mèche en arrière façon beau gosse. En Corée du Nord, les garçons et les filles sont tous coiffés pareil pour entrer dans le rang. Quand un touriste prend des photos en Corée du Nord, il doit respecter tout un tas de règles. On ne coupe pas la tête des statues qui représentent les leaders nord-coréens. On ne les prend pas de dos non plus. On ne prend pas de photos de la pauvreté de ces hommes et ces femmes qui arrachent de l'herbe pour se nourrir. Car les Nord-Coréens l'affirment haut et fort, chez eux, c'est le plein emploi. Le lissage de la société nord-coréenne va encore plus loin, Yves. Si vous vous comportez bien et que vous êtes fidèle au régime, vous appartiendrez à la classe 1 et vous aurez le droit de vivre dans la capitale, Pyongyang, et de recevoir un vélo. Si vous êtes un infidèle, direction la campagne et vous n'aurez que vos pieds pour pleurer. En Corée du Nord, pour lutter contre la tentation de s'américaniser, on invente aussi des images. Saviez-vous que c'est Kim Jong-il, le papa du dirigeant actuel, qui a inventé le hamburger? Waouh, le scoop! Et pourtant, les Nord-Coréens désertent les restaurants de hamburgers comme si on ne pouvait pas leur faire avaler n'importe quoi. Pour connaître tous les secrets de la Corée du Nord, même le hamburger, rendez-vous à 14h. La curiosité du jour avec vous, Sidonie. Belle matinée. Et Thomas Hugues, bonne journée à vous. RTL Matin. Laurent Gérard et toute son équipe seront avec nous dans quelques minutes, mais à 8h40 sur RTL, bien entendu, et comme chaque jour, notre revue de presse, Amandine Bécaud, et on parle histoire ce matin, Amandine. Oui, avec d'abord une rubrique que j'adore et que je vous recommande vivement sur le site internet du Figaro, rubrique consacrée à la langue française. Il y est ce matin question de ces expressions désuètes. Faire le mariole, tiens, par exemple. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Pas du tout. Bon, eh bien, sans doute, c'est ce que j'ai découvert, de la Vierge Marie. C'est ce qu'explique Georges Planel. Il est l'auteur des 1001 expressions préférées des Français. Au XIIIe siècle, raconte-t-il, mariole était un terme de mépris pour désigner la Vierge Marie. Notre faire le mariole d'aujourd'hui est probablement un mélange, poursuit-il, de ce mot et d'une expression du XVIe siècle, phare le mari, qui à l'époque signifiait feindre la simplicité ou la dévotion, être hypocrite. Mariole, qui rappelle le Figaro.fr, a aujourd'hui plusieurs orthographes. On peut l'écrire O-L, O-L-E ou encore O-2-L-E. M, le magazine du Monde, lui nous plonge ce matin dans l'histoire d'un sujet ô combien polémique et toujours d'actualité, celle des voies sur berge à Paris. Quand elles sont inaugurées en 1967, on se vante, rappelle François Krug, de pouvoir traverser Paris d'ouest en est en un quart d'heure seulement. Oh, que cela semble loin. À l'époque, cette voie express est le symbole des 30 Glorieuses. Rien, écrit le journaliste, ne devait entraver le progrès économique, matérialisé par l'essor justement de l'automobile. Pourtant, rappelle le journal, ces 13 kilomètres de voie rapide vont très rapidement faire polémique. Et oui, à la mort de Pompidou, par exemple, figurez-vous que les élus de droite au Conseil de Paris proposent de leur donner le nom du président défunt. Les centristes s'insurgent. Est-il bien opportun, disent-ils, d'attirer l'attention sur cette voie express au moment où l'on prétend ne plus asservir la capitale à l'automobile? Nous sommes en 1974 et on parle déjà écologie. Il faudra attendre février 1976 pour que la plaque au nom de Georges Pompidou soit posée. Arrivé au pouvoir dans la capitale en 2001, la gauche n'osera pas la dévisser. Et aujourd'hui encore, le fantôme de Pompidou résiste, puisque la plaque est toujours là, juste au-dessus d'un feu de circulation qui passe du rouge au vert inutilement, puisque je vous le rappelle, plus aucune voiture ne circule ici depuis l'automne 2016. Le Parisien Magazine, lui, s'intéresse à ces poisons qui ont marqué l'histoire de Néron à Poutine. Enquête sur l'arme secrète des puissants. Un article passionnant, notamment sur ces goûteurs, ces hommes de confiance qui, vous savez, testent les assiettes des tout-puissants. Alors la pratique, apprend-on, remonte à l'Antiquité. Et elle persiste, visiblement. Si les goûteurs, à proprement parler, n'existent plus, les cuisines des chefs d'État, par exemple, restent très surveillées. Le chef français Jérôme Rigaud, qui s'est occupé des banquets de la présidence russe pendant des années, à la fois sous Medvedev et sous Poutine, raconte ainsi comment des docteurs de l'armée passaient des échantillons de tous ces produits en laboratoire. Je ne pouvais pas faire de mise en place, dit-il, sans avoir leur autorisation. Cette mise en place, elle se passait sous le regard d'un médecin et d'un militaire. Il gardait, ajoute-t-il, aussi un exemplaire de l'assiette, la conservait de manière stérile en prévision d'un éventuel examen ultérieur. Bernard Vaution, le
le chef de l'Élysée entre 2005 et 2013, se souvient, lui, des services secrets américains qui jetaient un œil toujours à ces fourneaux. Parfois, se rappelle-t-il, ils accompagnaient même les plats jusqu'à la table présidentielle. On se croirait dans un film. Enfin, Vanity Fair s'intéresse ce mois-ci à un monument de notre histoire, Simone de Beauvoir. Josiane Savigno a exhumé toute une série de lettres, parfois qui n'ont jamais été publiées. Non, écrit-elle, Simone de Beauvoir, ce n'était pas cette théoricienne froide, purement cérébrale, soumise à un Jean-Paul Sartre. Elle a aimé, oui, follement, de mille manières, n'a jamais cessé d'écrire. Elle parle bien sûr de ses lettres à Jean-Paul Sartre, justement, avec qui elle partageait tout, même ses infidélités. Ainsi, en 1938, elle n'hésite pas à lui écrire ceci: « Il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement plaisant et à quoi je ne m'attendais pas du tout. J'ai couché avec le petit Bost voici 3 jours. » Simone de Beauvoir décrit ensuite avec minutie, comme à son habitude, tout ce qu'il s'est passé, les baisers, les caresses. On est loin, très loin, écrit Vanity Fair, du bas bleu. Bas bleu, tiens, justement, c'est l'une de ces expressions désuètes que vous pouvez aussi retrouver ce matin sur le Figaro.fr, expression née au XVIIIe siècle qui, à l'époque, de façon péjorative, décrivait cette femme qui voulait s'exercer au métier d'écrivain. Aujourd'hui, rappelle le Figaro, cela désigne une femme savante, mais d'une pédanterie ridicule. Amandine Bégaud pour cette revue de presse qui nous permet de nous projeter dans notre week-end. Dans un instant, Laurent Gérard. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi et monsieur Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. C'était à l'heure ce matin? Oui. Vous n'êtes pas venu en train ou en RER? Pas envie de dire du mal. Oui. Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi. Ça va chez vous à RTL? Très bien, merci. Très bien. Vous êtes content avec tous vos bons chiffres d'audience? On ne se plaint pas, monsieur Sarkozy. Bon, tant mieux, hein. Parce que sinon, vous auriez pu tous vous enfermer dans une salle et vous répéter tout l'après-midi que vous êtes les meilleurs. Vous auriez pu aussi lancer un mouvement RTL. Ah, d'accord, je vois où vous voulez en venir, monsieur Sarkozy. Comme chaque année à cette époque, les éditions Larousse et le Petit Robert nous permettent de découvrir les nouveaux mots qui ont fait leur entrée dans les dictionnaires. Il y a le mot zadiste. Vous connaissiez ça, Alain Souchon? Oui, je connaissais un petit peu. Le mot zadiste, ça vient de ZAD, des eaux de la défense. On a défendre comme à Notre-Dame-des-Landes. Il ne faut pas confondre avec les zadistes et les zazistes. Oui. Les zadistes, ils sont pour les zones humides, tandis que les zazistes, c'est ceux qui écoutent zaz, ils sont contre l'eau. Dans le temps, les ZAD, on les appelait comme ça, des communautés, comme dans le Larzac. Vous vous souvenez? Gardarem, le Larzac. C'est vrai, ça nous rajeunit pas, ça. Oui, c'est sympa, cette petite communauté. J'aime bien. On avait tous des queues de cheval, on n'avait pas des cheveux de vieille dame sur la tête, comme aujourd'hui. Il y avait Laurent Voulzy qui me tricotait des petits pulls tout bolochés. C'était un peu la chèvre. C'est sympa, les chèvres, j'aime bien les chèvres. C'est pensé à Véronique Sanson. J'aime bien Véronique Sanson. On picole un peu, mais c'est sympa. Merci Alain Souchon. Il fallait s'y attendre. L'ouvrage révélant la correspondance amoureuse de François Mitterrand avec sa maîtresse Anne Pinjot est dans les meilleures ventes de livres. Ce matin, nous sommes en mesure de vous révéler de nouvelles lettres restées inédites, comme celle-ci où l'on en apprend beaucoup plus sur le dévouement familial de François Mitterrand. Mon Anne chérie, ma perle de rosée, je retrouve avec joie mon vieux Waterman pour t'écrire en cachette pendant que cet imbécile de Rocard radote sur l'Europe. Nos sorties secrètes pour aller tous les deux au ciné me manquent terriblement. Nous avons tellement ri jadis ensemble à bon baiser de Hong Kong avec les Charlots. Ah, les Charlots, ça me rappelle mon gouvernement. Que tout me semble triste sans toi. Jeudi dernier, mon neveu Frédéric, celui qui parle fort et qui a une si grande bouche, nous a traînés avec Jack et Monique Lang à l'avant-première de La Rumba, le film qu'a réalisé mon beau-frère, Roger Hanin. Surtout, n'y va pas, ma chérie. C'est une bouse. Il cabotine encore plus que dans la Baraka, son navet de 82. C'est tellement mauvais
que même Jack Lang n'a rien trouvé à dire pour le flatter à la fin. Il faudra que je dise à sa femme, Christine Gouzerénal, qu'elle arrête de produire ses navets et qu'elle fasse tourner notre fille cachée, Mazarine. Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules, m'a prédit que notre Mazarine deviendra une star de cinéma et de la chanson. Et surtout, un immense écrivain, reconnu. Ça me réchauffe le cœur, mais ça ne m'étonne pas, car tu sais que moi aussi, j'aime les belles lettres. Et que j'aurais voulu être poète si je n'avais pas été aussi occupé pendant la guerre. Mais ce matin, en attendant le bon docteur Gubler, qui m'apporte ma chicorée et mes pilules, je t'ai composé ce petit poème, rien que pour toi. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où l'on chante tous en chœur. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Et puis, ces lettres poignantes d'un président à sa maîtresse nous permettent de découvrir la vie quotidienne de l'homme simple qui se cache sous la charge écrasante de sa fonction officielle. Anne, mon âme, Anne, mon cœur, Anne, ma bien-aimée, nous ne pourrons pas aller tous les deux en secret à la fête à Neuneu. Car Daniel est rentré de son voyage chez le sous-commandant Marcos. Elle me bassine avec ses barbus de gauche. Je vais lui présenter Georges Marchais. Ça oui, c'est un vrai communiste à l'ancienne. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé chez les guerrilleros, mais elle a attrapé la gastro et me l'a refilé. Je reste vissé sur les cabinets toute la journée à lire le dernier Marguerite Duras. Une vraie purge, c'est le cas de le dire. Demain, nous dînons encore chez les Badinter. Ils vont encore nous servir du homard et des truffes. C'est d'un banal. Quel rabat-joie ces deux-là. Heureusement, samedi, je te rejoindrai chez toi. Je mettrai le bob marron que tu m'as offert. Je l'adore, ce bob marron. Je ne le quitte plus. Et nous irons pique-niquer en Toscane dans un avion du Glam. Enfin, 2 avions. Moi dans un et vous 2 dans un autre, juste derrière pour être discret. Ah, je dirai au gros Mauroy que je ne peux pas le recevoir, que je me sens patraque. N'oublie pas d'acheter du pain, une baguette tradition pas trop cuite et du jus d'orange. Prends du banga aussi, c'est bon. Alors, dans banga, il y a des fruits. Juste ce qu'il faut. Dans banga, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Et des babybel pour la petite. Bababibel. Bababibel. C'est toi qu'on aime. Des moments décontractés. Oh, bababa. Oh, babybel. Ah là là, vous retrouvez toute l'équipe et Laurent Gérard, bien entendu, à 13h50 dans la rediffusion dans RTL Midi, puis sur le site rtl.fr. Vous savez que là, vous pouvez y accéder à tout moment de la journée ou de la nuit. On le retrouve lundi, Laurent, et dans un instant, on va faire un point sur les titres de l'actualité. Nous serons avec Jérôme Chapuis. RTL 8h54. À 11h sur RTL. On révise nos gammes dans À la bonne heure. Avec Stéphane Bern. Oui, mais ce matin, on s'intéresse à un autre professeur, Madame Pilinska, celle d'Éric Emmanuel Schmitt, qui l'a initié à un autre musicien, Chopin. Éric Emmanuel Schmitt, sur les traces de Chopin, c'est ce qu'il raconte dans Madame Pilinska et le secret de Chopin. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. Avec Éric Emmanuel Schmitt.
RTL Matin avec Yves Calvi. Le rappel des titres de l'actualité, Jérôme Chapuis. L'université de Tolbiac est évacuée dans le calme. Cette nuit, il n'a fallu qu'une petite heure aux forces de l'ordre pour déloger une centaine d'étudiants qui bloquaient le site depuis 4 semaines. Une interpellation. La vie universitaire doit maintenant reprendre son cours, dit la ministre de l'Enseignement supérieur. On l'apprend à l'instant, un influent imam salafiste de Marseille a été expulsé vers l'Algérie. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. La Cour européenne des droits de l'homme avait donné son feu vert hier. La procédure avait été engagée en janvier dernier à la suite de plusieurs prêches radicaux. Cet homme de 63 ans s'en prenait aux femmes, aux juifs et aux musulmans chiites. Un jour sans grève à la SNCF avant la reprise du mouvement dimanche soir. Matignon refuse d'accueillir la concertation comme le demandaient les syndicats de cheminots qui ne souhaitent plus parler à la ministre des Transports. Le mea culpa de l'ETA, l'organisation clandestine basque, demande pardon ce matin pour les victimes des décennies de lutte pour l'indépendance. Environ 800 morts. Nous avons causé beaucoup de douleurs et de dommages irréparables, reconnaît l'ETA dans un communiqué ce matin. Il n'y aura aucune fermeture de tribunal, promesse de la garde des Sceaux sur RTL. Aujourd'hui, Nicole Belloubet présente sa loi de programmation de la justice en Conseil des ministres. Et puis le foot, le stade de Reims accueille l'AC Ajaccio ce soir. En cas de victoire, les Rémois sont assurés de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Je vous redonne les pronostics de Dominique Cordier pour les courses qui ont lieu ce vendredi à Vincennes, en nocturne. Dominique vous conseille le 2, le 8, le 3, le 12, le 11, le 4, le 10, le 6 et la dernière minute de Dominique, c'est le 11, business class. Merci beaucoup Jérôme Chapuis. Bon week-end à vous. Notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot. En commençant par cette info, Marina, nous avons battu hier des records de chaleur. Oui, le matin comme l'après-midi, mais c'est vrai qu'on en a battu ils sont assez nombreux là hier après-midi puisqu'on en a battu à 3 dans l'Aube où il a fait hier 28,9 degrés, à Lisieux dans le Calvados 28,4, à Roissy aussi dans le Val d'Oise 28,3, à Creil dans l'Oise 28 degrés. On a battu aussi un record de chaleur pour un mois d'avril à Toussus-le-Noble, à Boigneville, c'est dans l'Essonne, à Rouen, à Auchet près de Nancy, à Évreux, à Deauville ou encore à Amiens et Valognes dans la Manche. Je vous rappelle quand même que pour un 19 avril, donc hier après-midi, la moyenne c'est 16 degrés l'après-midi au nord et quand même 18 au sud. Donc on est bien une dizaine de degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce sera encore le cas cet après-midi puisqu'on attend entre 21 et 29 degrés avec 29 à Paris, à Strasbourg, à Grenoble, à Limoges et à Cognac avec une journée encore estivale. Demain, samedi, toujours l'été, ensoleillé, chaud avec des températures entre généralement 24 à 28 degrés. Au nord de la Bretagne et sur la Normandie, on sera plus aux alentours de 20 degrés car là, il y aura des passages nuageux. Peut-être même en fin de journée, une averse pouvant tourner à l'orage. Dimanche, soleil et chaleur sur les 3/4 du pays. C'est au nord de la Loire qu'il y aura un peu plus de passages nuageux dimanche, mais surtout de la Bretagne à la Normandie, au nord de la Seine, où là, les nuages pourront donner dans l'après-midi de dimanche ou la soirée quelques averses, voire un orage. Bon, c'est pas ce qui va dominer, mais c'est possible vers les frontières belges et luxembourgeoises, surtout pour les orages. Et comme prévu, la semaine prochaine, on change de temps. Alors déjà, à partir de lundi, les températures vont commencer à baisser pour arriver en milieu de semaine prochaine à une moyenne de 17 l'après-midi au nord et 20 au sud. Donc on reste quand même au-dessus des moyennes de saison, mais ce sera quand même beaucoup moins chaud que cette semaine. Côté ciel, lundi, ce sera nuageux sur la façade océanique et au nord de la Loire, mais les averses seront faibles. Ailleurs, ce sera encore agréable lundi. Et ensuite, mardi et mercredi, il faudra faire avec des passages nuageux plus épais sur la moitié nord que sur la moitié sud, mais les averses seront plus faibles. Donc on change de temps, mais c'est pas un gros mauvais temps non plus. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine, Marina Giraudot.